Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'Open Layer. Pour cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Hugo Larochelle. Ça a été vraiment un épisode vraiment fascinant. Je m'attendais pas que ça soit aussi long que ça. On a vraiment parlé beaucoup, on a vraiment parlé longtemps. Il me semble qu'il était autour d'1h45 l'épisode. On a discuté de beaucoup de sujets. Puis, en tout cas, j'ai vraiment adoré mon expérience. Je pense, là aussi, ce qu'il me dit après, finalement, là, off-cam. On a beaucoup parlé, finalement. Là, c'est juste, cet épisode-là, on l'a capturé à peu près une semaine après Neurips. Donc, on a quand même parlé de son rôle, justement, là, de Program Chair au niveau de Neurips, de son parcours, de ses premiers articles, de ses articles qu'il a le plus aimés. Puis, comment on atteint finalement cette espèce d'indépendance-là au niveau du doctorat pour faire de la recherche. Ça a été vraiment intéressant. Moi, j'en ai beaucoup appris là, finalement à travers ça. Comment ça se passe finalement, ça s'est passé son parcours pour atteindre finalement cette notoriété-là mondiale en fait. Puis, de son projet avec Twitter entre autres, la start-up qu'il avait faite là, finalement, puis quand il est allé à Boston. De son rôle à Google Brains, qui est vraiment intéressant, qui est finalement un groupe privé, une forme de groupe privé de recherche presque comme l'universitaire, là, mais au niveau, finalement, il n'y a pas d'enseignement, là, la principale différence. Finalement, de sa passion de travailler sur l'enseignement, puis tout. On a parlé à peu près de tout. Puis, c'est vraiment un excellent épisode. J'espère que vous allez avoir du fun à l'écouter aussi. Puis sinon, ben j'aimerais ça remercier mes commanditaires qui ont finalement supporté l'activité. Qui sont Dotlayer, le Splat, l'Allier et l'Agile, qui finalement commanditent le podcast. Puis, si vous avez d'autres recommandations des gens que vous pensez que je devrais inviter aussi, d'autres questions. En fait, Hugo aussi là, aimerait ça refaire un deuxième épisode. Fait que si vous avez des questions que vous aimeriez ça lui poser finalement pour un autre épisode qui pourrait s'en venir, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais essayer de prendre ça en note là, pour la prochaine fois là, qu'on pourrait se revoir. Puis sinon, ben, je souhaite une bonne écoute. Mais on va commencer, mettons, avec ton début de parcours. Ouais. Je sais pas où tu veux commencer au niveau du bac ou des choses intéressantes sont passées à la technique. Excuse-moi, préuniversitaire avant ou... Ouais. Ben dans le fond, j'ai commencé... Je me rappelle pas quand est-ce, mais je me suis mis en premier à être intéressé à l'informatique. Probablement, entre autres, à cause des jeux vidéo, mais... Okay. Puis je pense que c'était peut-être parce que c'était un peu mathématique, mais appliqué. Ça, parce que t'as fait un bac en maths info, hein? J'ai fait un bac en maths info, ouais. Fait que à l'école, j'aimais les maths. C'était peut-être la matière que j'aimais le plus. Puis, ben, je pense, la partie peut-être un peu appliquée des maths, la logique, ainsi de suite, dans l'ordinateur, je trouvais ça le fun. Puis, c'était concret, puis l'idée de l'intelligence artificielle, juste comme terme, je savais pas c'était quoi exactement, mais je trouvais ça vraiment intriguant. Fait que quand j'ai fait les sciences pures au cégep, puis j'avais bien gros d'angoisse de rentrer à l'université en informatique sans savoir l'informatique. Puis je me rappelle en fait que quand je voulais aller au cégep, j'ai insisté avec mes parents, je voulais faire un deck en info, puis après ça, parce que j'avais bien peur de manquer de ça en fait. Puis ils ont bien fait, là, ils ont insisté là, que je fasse Sciences Pures parce que je pense qu'il y avait même parlé à un prof quand on a fait la visite du cégep. Puis il disait s'il est bon dans les sciences, puis s'il va s'emmerder en informatique. C'est comme ça que mon père l'a raconté, en tout cas, là, que c'était bien mieux que j'aille en Sciences Pures. Puis c'était une bonne chose parce qu'en fait, ce que j'ai réalisé plus tard pour mon domaine, c'était les mathématiques qui étaient plus difficiles à acquérir puis avoir le confort nécessaire pour faire de l'apprentissage automatique. Fait qu'il avait insisté là-dessus. Ça, j'étais chanceux. Ça, c'était une bonne chose. Puis, sinon, ce que je déplorais, puis c'est peut-être en train de changer, là, mais on n'avait pas beaucoup d'options en informatique quand tu étais en sciences pures. Tu avais un seul cours à option que tu pouvais prendre, puis c'était tout. Là. C'est sûrement comme Excel, Word, souvent, ces cours-là, on dirait. Je pense que c'était... Ouais, mais c'était pas Excel, Word, c'était quoi dans le langage? Une espèce de langage... j'ai oublié. Peut-être que ça va revenir plus tard. Mais on apprenait quand même les boucles for, puis les if. Puis, c'était quand même pas si pire que ça. Scratch? Basic. Basic, OK. Visual Basic. OK. Donc, je ne sais même pas si ça existe encore, ça, en fait. Ouais, mais ils l'utilisent, là. Mais ils ont fait des variantes de ça. Okay. Comme Excel en arrière, c'est VBA, Visual Basic, mais for Application, je pense. Fait que c'est comme une petite variante. Je pense qu'ils ont introduit l'orienté-objet. Là. OK. Mais je m'avance quelque chose que je ne suis pas certain. C'est pas embarrassant que je ne le sache pas, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça.
quand j'ai commencé en informatique, mais en fait, au début, je voulais juste aller à l'université. Même à l'université, je voulais juste aller en informatique. C'était ça le plan. Puis, mais vers la fin du cégep, j'avais décidé de participer à un concours de mathématiques. Puis, j'avais fini pas si pire, là, mais je pense que je sais pas, il y a peut-être une centaine, 200, je sais pas combien d'étudiants qui avaient participé. J'étais comme dans le top 30, je pense. Fait que j'étais pas si haut que ça. C'est quand même bien pareil. Là. Mais puis je pense qu'ils prenaient le top 10 dans l'école d'été. Puis, mais il y en a tellement qui avaient dit non que c'était rendu à moi. J'étais un peu chanceux, tu sais, parce qu'en fait, j'étais allé là, puis j'ai rencontré... là, tu avais des cours un petit peu plus avancés en mathématiques pendant l'école d'été. C'était à l'UQAM. Puis j'ai rencontré une professeure de l'Université de Montréal. Puis vers la fin de l'école d'été, on avait un lunch, puis elle posait des questions. Qu'est-ce que vous allez faire à l'université? Puis là, je disais, je pensais à l'intelligence artificielle, sans trop savoir c'était quoi. Puis elle me disait, mais tu sais, il y a beaucoup de mathématiques en intelligence artificielle. Tu devrais peut-être faire le bac... mathématiques et informatique. Puis à la dernière minute, comme ça, j'ai changé mon parcours. Là. Tu sais, des fois, j'y repense. C'est tellement pas moi, ça, en plus, de faire des décisions. C'était quasiment impulsif. Là. Puis je sais pas pourquoi. J'étais comme, je vais le faire. Ça avait du sens. Fait que... puis ça, c'est vraiment crucial, je pense, à mon développement aussi, là, parce que... Fait que tu penses vraiment que les mathématiques sont très fondamentales pour faire l'apprentissage automatique? Apprentissage automatique, oui. Moi, j'ai eu... un événement marquant pour moi, ça a été quand mon deuxième été au bac, donc je voulais faire des stages d'été. Fait que, mettons, première année, j'essaie de voir c'est qui les profs en intelligence artificielle à l'Université de Montréal. Puis là, je trouve Yoshua Bengio. Parce qu'il est pas mal le seul, je pense, à cette époque-là, quasiment, qui était encore affiché. Il y avait d'autres disciplines, tu sais, qui font partie. C'est assez vaste, quand même, l'intelligence artificielle. Puis moi, c'était le seul keyword que j'avais en tête, vraiment, là, parce que je connaissais rien. Puis, tu sais, fait que t'avais beaucoup de gens qui faisaient du traitement automatique des langues. Fait qu'il y a l'intelligence artificielle là. Puis il y en avait aussi de la vision par ordinateur. Mais pour je ne sais quelle raison, c'est lui que j'ai trouvé en premier. Puis quand j'avais été le voir, il m'avait dit, j'avais pas encore assez fait de mathématiques pour me prendre en stage d'été, mais peut-être un autre été. Fait que j'avais fait un stage d'été, mais pas dans ce labo-là, finalement. Mais l'année suivante, donc, finalement, il me prend comme stagiaire pendant l'été. Puis il y avait un autre étudiant qui était aussi deuxième année, mais en informatique uniquement. Puis il était aussi très bon, là. Il réussissait super bien dans ses cours. Puis lui, il a abandonné après... je sais pas, 2 ou 3 semaines, là, je ne me rappelle plus. Okay. Là, mais parce que les mathématiques, c'était trop poussé. Là. Il y avait de la difficulté. Puis moi, j'avais quand même de la misère. Là. Je trouvais ça, c'était une coche au-dessus de ce avec quoi j'étais habitué. Là. Fait que, puis, tu sais, c'est pas que, dans le fond, j'y pense maintenant, les mathématiques sont pas si compliquées que ça, mais c'est surtout d'être capable d'aborder le langage, puis la notation, d'être familier avec ça, puis... fait que le fait que j'avais fait des mathématiques, je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Plus que d'être, un meilleur programmeur. Là. Même si je pense que maintenant, les deux sont super utiles, là, mais surtout ce qui est fait de nos jours en apprentissage automatique, tu as beaucoup de programmation. C'est important d'être un bon programmeur. Là. Définitivement, oui. Il y a beaucoup de frameworks aussi qui se sont développés, là, quand même, qui aident beaucoup. Là, parce qu'il y a une époque, il fallait que tu fasses ta bac propre toi-même. Là. Puis maintenant, c'est forward pass. Oui, non, exact. Ouais. Moi, je suis la génération qui l'a implémenté lui-même. Là. Puis dans mes cours, j'insistais pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Puis je pense... Je le ferais encore aujourd'hui si j'enseignais là, de le faire. Là. Je pense que c'est important. Là. Même si une partie du succès du deep learning, entre autres, c'est le fait que maintenant, tu as des librairies où tu n'as même pas besoin d'y penser. Fait que ça, c'est bien pour ceux qui veulent l'appliquer, mais c'est pas nécessairement ceux qui le comprennent bien. Oui, exactement. Fait qu'une fois que j'ai rentré dans le laboratoire de Yoshua Bengio, j'ai eu la piqûre. Là. J'aimais vraiment, vraiment ça. Puis... fait que j'ai juste continué dans cette voie-là, dans le fond. Là. Puis c'est à peu près à ce moment-là que tu as décidé de faire finalement une maîtrise, puis... Ouais, moi, j'ai toujours fait des stages d'été de recherche. Puis, c'est à partir du deuxième, je l'ai fait avec Yoshua, puis je l'ai refait une autre fois l'été après, où là, techniquement, en fait, je venais de graduer de mon bac. Puis là, j'ai dit, j'aimerais ça continuer en recherche. Puis, j'ai eu l'opportunité d'avoir une bourse pour un passage direct au doc, fait que ça, j'ai fait. OK, fait que tu as directement passé au doc? Oui, okay. C'est ça. Puis, je voulais rester dans le groupe, j'avais encore plein de choses à apprendre, c'était vraiment le fun. Puis à ce moment-là, on ne ressentait pas, mettons, qu'il n'y avait même pas l'excitation du deep learning qu'il y a maintenant. Là. C'était juste que c'était vraiment des sujets passionnants, je trouvais.
la partie, l'apprentissage, puis parce que ça impliquait des mathématiques, puis moi, j'ai toujours trouvé que quand on parle de statistiques, probabilité, puis d'apprentissage, il y a plein de choses qu'on apprend de ça qui t'ouvrent sur comment approcher le monde de façon générale. Là. Quand tu apprends les stats et les probabilités, tu commences à savoir gérer un petit peu plus l'incertitude par rapport au futur ou par rapport aux décisions qu'on prend. Puis l'apprentissage, ça te fait réaliser, c'est quoi, comment qu'on apprend des choses, qu'est-ce qui est requis par ça, l'idée de se pratiquer. Puis tu vois que quand les machines, c'est comme ça fonctionne, ben, tu dis, OK, ouais, c'est vraiment... Fondamentalement, algorithmiquement, c'est comme ça qu'on accomplit des tâches. T'sais. Fait que, je sais pas, je trouvais que c'était... Il y a toujours un aspect un peu plus philosophique derrière. Pas que je suis particulièrement fasciné par ça, mais j'ai toujours trouvé que ça a influencé ma vue du monde aussi, qui avait cet aspect-là qui était le fun. Puis, on s'attaquait à des problèmes comme vraiment, vraiment intéressants. Puis c'est ça, il y a toujours une composante, on réfléchit toujours à OK, comment est-ce qu'on pense que l'humain apprend à faire telle chose? Puis on spécule, puis des fois, c'est vraiment de la spéculation sur comment est-ce que nous, on fonctionne. Puis juste être dans cet environnement-là où tu te permets de prétendre que peut-être que tu sais comment que le cerveau fonctionne, puis là, après ça, d'essayer de implémenter ces idées-là, c'est quand même pas mal stimulant. Oui, parce que me semble qu'il y a eu une étude, justement, à savoir si le cerveau faisait quelque chose comme la backprop. Je ne me rappelle plus qui a mené ça, là, mais je sais que j'ai déjà entendu ça, puis finalement, c'est pas prouvé encore. Là. Ben, moi, je pense que effectivement, il y a une littérature sur essayer de voir qu'est-ce qui est biologiquement plausible dans l'algorithme de la backprop et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mm-hmm. Puis je pense, j'ai l'impression que de façon générale, en tout cas, la backprop telle que décrite dans le papier original puis qu'on l'implémente, je pense qu'il y a plein de choses qui... Puis même juste la façon que les neurones sont activés, et ainsi de suite, là, il y a plein d'approximations. C'est quand même assez loin du vrai fonctionnement du cerveau. Pas que, je devrais dire, zéro formation en neurosciences. Là, mais de ce que j'en comprends, puis sans trop de surprise, c'est quand même assez loin. Mais il y a des gens qui essaient de faire les... Parce qu'un des succès quand même des réseaux de neurones, c'est qu'il y a des idées qui sont quand même empruntées de ça. Comme abstraction de comment est-ce que le cerveau fonctionne peut-être, puis ça a eu un certain succès quand même. Fait que l'idée de dire est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous inspirer dans comment est-ce qu'on pense que le cerveau fonctionne pour comment qu'on design des systèmes d'intelligence artificielle, ben, c'est une recette qui a fonctionné quand même un peu. Fait que continuer à explorer ça, je pense que c'est quand même pertinent. Puis qu'est-ce que tu vois, mettons, qui devrait être l'approche future pour ce genre d'apprentissage-là? Tu sais, chez maintenant, il y a beaucoup, justement, le self-learning, c'est finalement le concept de self-learning, le meta-learning qui apparaît beaucoup. Vers quoi qu'on devrait aller, mettons, sur le long terme, puis comment tu vois ça? Fait je suis pas mal... Puis on continue à dire, pas que c'est nouveau, là, mais d'être vraiment intéressé à toute forme d'apprentissage non supervisé. Là. Donc, le self-supervised learning, qui est un keyword là, qu'on entend beaucoup, mais qui est une forme d'apprentissage non supervisé. Là. Les méthodes sont peut-être un peu différentes, mais en fait, pas tant que ça d'idées qui ont déjà été explorées dans le passé. Trouver comment faire ça mieux, puis comment réussir à prendre des données qui ne sont pas étiquetées, puis de juste, en les observant, d'apprendre une représentation du monde ou des données qui est utile à plein de tâches. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire là. Mais je pense que ce qui émerge beaucoup, c'est qu'on commence à déjà s'éloigner un peu plus du principe en machine learning qu'on voit beaucoup en apprentissage automatique, qui est que la distribution des données sur lesquelles tu t'évalues va être la même que la distribution des données sur lesquelles tu t'es entraîné. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup discuté là, de ces jours-ci. Puis, je pense qu'il y a des raisons de penser que peut-être qu'en apprenant sur plein de données, le plus de données possible, donc nécessairement avec des critères qui sont non supervisés, là, qui n'exigent pas l'étiquetage de données par quelqu'un, que c'est peut-être ça la clé pour pouvoir généraliser des nouvelles tâches qu'on n'a jamais vues avant. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est ça qui actuellement est en train de faire surface, c'est qu'on doit commencer à se poser la question comment est-ce qu'on peut donner de meilleurs outils lorsque le système qu'on va déployer va devoir s'adapter à des nouvelles tâches qu'il n'a jamais vues avant. Puis c'est là que les notions de meta-learning aussi essaient un peu d'apporter une solution à ça. Là. Puis ben, une autre, je pense, puis toute forme en fait d'apprentissage par transfert, là, de transfer learning. Là. Pour moi, c'est actuellement le plus vaste que je pourrais dire qui sont mes intérêts de recherche, c'est essentiellement ça. C'est tout ce qui correspond à une forme de transfer learning entre les données sur lesquelles
auxquelles on a accès vers des nouvelles tâches qu'on n'a pas rencontrées encore, mais qu'on aimerait pouvoir résoudre avec le moins de données possible. Parce que actuellement, on est très bon sur des problèmes. On a des tonnes de données étiquetées pour ce problème-là précis. Par contre, on est très mauvais lorsque vient le temps de résoudre une nouvelle tâche pour laquelle on n'a pas beaucoup de données. Tandis que nous, en tant qu'êtres humains, il y a plein de concepts visuels ou sémantiques ou logiques qu'on est capable d'apprendre souvent avec très peu d'exemples. Mm-hmm. Fait que de réduire ce gap-là, je dirais que c'est vraiment ce sur quoi moi, je m'interroge beaucoup puis que je m'intéresse à explorer. Puis c'est ça que tu fais au quotidien, mettons, auprès de Google Brain, là, finalement, non? Oui, c'est ça. C'est pas mal. Ma recherche tourne beaucoup autour de ça. Je fais un peu aussi d'apprentissage par renforcement. Mais ça, je le fais avec des collègues parce que je comprends assez bien le domaine. Mais là, c'est un domaine qui est très productif. Là. Il y a beaucoup d'articles. C'est difficile de suivre. Là. Fait que moi, là, c'est vraiment en essor, là, l'ORL. Ouais. Fait que je dépends beaucoup plus de mes collaborateurs pour pointer dans les bonnes directions. Puis moi, mon rôle là-dedans, je vois plus, c'est vu que je suis pas dans ce domaine-là, je peux arriver avec une perspective qui est comme n'a pas été autant encadrée par tous ces articles-là. Puis je peux poser des questions qui peuvent sembler un peu étranges ou arriver avec une proposition qui est un peu différente parce qu'il y a un certain langage l'apprentissage par renforcement qui permet peut-être pas l'émergence de ces nouvelles idées-là. Là. Fait que moi, c'est plus ça que j'essaie de contribuer, mais c'est via des collaborateurs. Là. OK. Puis comment, mettons, tu fais justement pour rester, comme tu as dit, il y a beaucoup d'articles qui sortent quotidiennement, là, en fait, là, sur tout cet univers-là. Ouais. Pas juste l'ARL, mais au complet. Comment tu fais pour réussir à tenir à jour, finalement, là, si on veut, là, parce que c'est humainement impossible. Ouais. C'est quoi, mettons, la méthode que tu utilises pour faire ça? Fait que ça a évolué beaucoup dans les dernières années, là, fut un temps que je m'abonnais à Archive, fait que j'avais la mailing list à tous les jours, là, le daily digest des articles qui apparaissaient. Par ici? Peut-être. En tout cas, ça va passer aujourd'hui. Puis, je regardais tous les titres et puis... ceux qui semblaient être intéressants, je les mettais sur ma liste de lecture, puis éventuellement, j'allais avoir le temps de les lire. Puis, je fonctionnais beaucoup comme ça, ce qui faisait que j'étais quand même assez vaste dans ce que j'arrivais à couvrir. Ça, c'est entre autres dans le temps où je faisais sur Twitter, je partageais des notes de lecture, des articles que justement j'avais trouvé souvent comme ça, puis que je trouvais qu'il y avait une idée qui m'avait comme un peu... saisi puis qui m'avait amené à réfléchir différemment ou que j'avais appris quelque chose que je trouvais qui était significatif. Puis, il est arrivé un moment où là, il y en avait juste trop, là, même sur Archive. C'est tough à maintenir, non? Fait que maintenant, je vais chercher certains keywords. Puis spécifiquement, là, maintenant, quand je reçois ma liste, là, je regarde, ça part-tu de meta-learning, ça part-tu de few-shot learning? Ça, c'est justement le problème de généraliser à partir de peu de données, qui est comme un cas extrême où on a vraiment besoin de bonnes méthodes de transfer learning. Puis le reste, j'ignore pas mal. Donc ça, j'utilise Archive pour pas mal avoir ce qui est super nouveau puis récent dans exactement ce que je fais. Puis pour ce qui est d'explorer des nouveaux domaines, ben ça va ressembler à tout sur Twitter, les gens que je suis puis les papiers qui sont partagés. Ce qui est dommage parce que ça veut aussi dire que j'ai surtout... les articles qui viennent de plus gros labos ou des choses comme ça. Des fois, non, là, mais souvent, oui. Puis sinon, les conférences. Les articles acceptés dans les conférences. Je pense que malgré le fait que, par exemple, on va à Neurips comme la semaine dernière, parce qu'on est en décembre, là. Au moment d'enregistrer. C'est ça, exact. Donc, quand on va à Neurips, une conférence comme ça, c'est des articles qui, en fond, sont en ligne depuis 6 mois, là. Puis je pense que pendant un certain temps, même moi, je disais, dans le fond, je connais tous les articles que j'ai à connaître. Mais en fait, il y en a tellement maintenant sur Archive que, en fait, dans des domaines qui ne sont pas exactement le mien, en fait, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé en reinforcement learning ou dans d'autres domaines, dans les modèles bayésiens ou des trucs qui sont comme relativement loin de ce que je fais, mais que je devrais peut-être un peu savoir. Fait que, tu sais, les conférences où tu as une sélection du top qui va être présenté en oral ou en poster, en spotlight, je veux dire.
c'est là où je vais peut-être avoir une opportunité d'aller un petit peu plus loin de ce que je connais réellement. Là. OK, ouais, ça, juste prendre finalement les meilleurs, le top. Ouais. Dire, OK, ils sont rendus là, eux autres. C'est bon à savoir. Pour moi, c'est ça. C'est ça la fonction de les tracks comme ça qui sont orales puis qui sont quand même assez exclusives, là, dans le sens où tu peux pas tout prendre les articles. C'est que c'est une opportunité d'aller un petit peu au-delà de ce qui est exactement ton domaine, mais qui est concentré sur ce qui est normalement, selon le processus d'évaluation, les meilleurs articles soumis. Puis, tu sais, même si c'est là 6 mois, c'est pas grave, c'est pas ton domaine de toute façon. Tu cherches pas à être exactement à l'affût des derniers développements. Tu veux savoir, dans l'horizon d'un an, c'est quoi les plus gros développements, dans le fond. Puis avec évidemment, le processus d'évaluation n'est pas parfait, mais il y a des bonnes chances que ce soit les articles qui vont influencer le plus ou qui ont influencé le plus dans ces domaines-là. Fait que c'est un peu un mélange de ça. Si on veut, en termes de reinforcement learning, là, on exploit, c'est comme archive, je cherche les keywords. Je l'ai fait aussi, il faut dire, à NeurIPS pour Few Shot Learning, Meta Learning, parce que même dans ça, il y a des articles qui ne vont pas sur archive ou qui ne sont pas sur la bonne catégorie d'archive que je regarde. Fait que j'ai quand même trouvé quelques-uns que je ne savais pas qui avaient passé sous mon radar, que je n'avais pas capté. Puis sinon, bon, cette année, parce que j'organisais la conférence, j'étais pas super concentré sur le contenu. Là. Je peux m'imaginer. Mais normalement, j'aurais fait un effort pour explorer d'autres sujets dont j'entends parler puis que j'aimerais en savoir plus pour avoir un peu une idée de c'est quoi l'état de l'art, où est-ce qu'on en est puis c'est quoi les meilleurs articles récents. Oui, justement, tu en as parlé un peu que tu étais Principal Chair, je pense que c'est ça, non? C'est Program Chair. Program Chair, c'est ça. À NeurIPS, tu as le General Chair, qui est la personne qui... essentiellement, conceptuellement, organise toute la conférence, incluant les workshops, les tutoriels, et ainsi de suite. Mais en fait, cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nomme d'autres chairs, d'autres responsables pour ces différentes composantes-là. Fait que pour les workshops, tu as des workshop chairs, les tutoriels, les tutorial chairs, et ainsi de suite. Moi, j'étais program chair. Puis en fait, il y en a 4, mais il y a comme un qu'on appelle des fois senior program chair, puis 3 co-chairs. Donc moi, il y a 2 ans, j'étais un des co-chairs. Puis là, cette année, j'étais le senior program chair. Puis c'est pas mal, c'est un peu c'est tous des rôles quand même assez prestigieux dans le sens où si tu es approché pour ça, ça veut dire que tu as une bonne position dans le domaine. Mais celui du Senior Program Chair, c'est que c'est cette personne-là qui devient General Chair après, normalement, sauf si la personne décide de ne pas le faire. Puis la personne qui est General Chair, en fait, rentre sur le board de NeurIPS qui, dans le fond... veille à la conférence sur plusieurs années. OK. Fait que c'est vraiment comme... Ça ressemble beaucoup, finalement, à une organisation de n'importe quelle entreprise, ça. Puis on peut mapper ça, c'est comme un conseil d'administration, puis tout. Là, okay, c'est vraiment une business. NeurIPS, c'est une non-profit, dans le fond. Okay. Puis le board, tu rentres dessus quand tu as été un general chair. Okay. Puis ça ressemble à quoi, à peu près, mettons... Je sais que vous avez écrit beaucoup de blog posts, là, finalement. Puis ça ressemble à quoi, mettons... organiser une conférence finalement qui est rendue à 13 000 personnes invitées. Ouais. Je pense que c'est quoi? C'est 2000 papers à peu près, là? 1400 qui étaient acceptés, mais soumis, il y en avait 6600, ouais, c'est 21% d'accept rate. Ouais, là. Exact. Puis comment on fait pour scale up finalement, d'avoir... parce que ça avait besoin de beaucoup de reviewers. Ouais. C'est quoi les défis qui se sont présentés à toi pour ça? Puis comment tu as perçu ça? Oui, pour moi, c'était le plus gros stress quand j'ai commencé. Là, c'est de trouver ces reviewers-là, puis ça prend du temps. On en avait 4500 à la fin. Mais... de la façon que c'est mis en place, bon, je pense qu'il y a des discussions valables à avoir sur la qualité du reviewing. Là. Puis il y en a qui pensent que c'est de moins en moins bon. Moi, je trouve que souvent, c'est influencé par nos expériences récentes, là, dans le sens où ceux qui vont dire ça probablement ont eu des mauvais évaluateurs aussi récemment. Mm-hmm. Dans le sens où, depuis que je suis dans le domaine, j'ai toujours entendu les gens du domaine se plaindre du reviewing. Mais je pense que... Puis c'est vrai qu'il y a un peu de bruit, mais pour chaque article, c'est évalué par 3 reviewers. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir... C'est pas un grand échantillon pour savoir la qualité d'un article. T'sais. Puis même si on aurait tendance à dire, surtout quand on est peut-être moins familier avec la recherche, que c'est supposé être objectif, puis c'est soit vrai ou c'est pas vrai. Une conférence, ça ne fait pas juste dire est-ce que, premièrement, le travail est solide, puis est-ce qu'effectivement, les résultats sont corrects, et ainsi de suite. Ça fait partie du travail, mais aussi l'aspect, est-ce que c'est prometteur? Est-ce que ça va influencer le domaine? Ça, évidemment, c'est quand même pas mal subjectif. Je pense que c'est beaucoup de là que vient la variance qu'on observe. Mais donc, malgré tout, la façon que ça fonctionne pour recruter, on va demander à ceux de l'année précédente, à qui on avait demandé,
Puis ceux qui l'ont fait, maintenant, ça, on a établi ça il y a 2 ans. On avait regardé, on avait demandé à ceux qu'on appelle les area chairs qui supervisent le travail des reviewers pour chacun des articles, puis qui prennent essentiellement la décision presque finale là, sur est-ce qu'on accepte ou pas chaque article. On a demandé à area chair aussi d'évaluer la qualité des reviews des reviewers. Fait que là, on a une espèce de score, là. C'est un peu comme le score sur Uber pour un chauffeur. T'as 5 étoiles. Ouais. Puis pour savoir lesquels que tu gardes pas pour l'année suivante, puis que tu n'invites pas. Fait qu'on avait quand même fait ça cette année, où on avait enlevé ceux qui avaient une moins bonne évaluation. Puis là, après ça, on demande à tous les area chairs, ça, il y en a 350, je pense, cette année, quelque chose comme ça. Puis ça, c'est eux qui font la recommandation finale, est-ce qu'on accepte ou pas, en fonction du rapport des relecteurs, ou en tout cas des reviewers. Et puis, ces gens-là, les area chairs, on leur demande de suggérer d'autres reviewers. On leur demande d'en ajouter pour cette année. Puis, qu'on invite aussi, dans le sens où on leur fait confiance dans leur jugement de qui est-ce qui est apte à évaluer des travaux à NeurIPS. Puis une autre étape que peut-être, il y a un certain temps, on n'avait pas à faire, mais maintenant, il faut faire. Là. En tout cas, nous, on a eu à le faire les 2 ans que j'ai été impliqué dans la sélection de programme. C'est de regarder qui sont les membres de la communauté de façon plus large, qui ont au moins 2 articles acceptés dans des conférences ou des journaux respectés de notre domaine. OK. Et nous, cette année, la façon qu'on l'a fait pour essayer de concentrer un peu plus notre recherche, on regardait à tous ceux qui avaient été sur au moins un article à NeurIPS dans les 3 dernières années, je pense. Puis là, on leur a écrit, puis on a dit, si vous avez un deuxième article à un autre endroit, partagez-nous-le. Puis si vous voulez être relecteur, être reviewer. Et puis, là, après ça, on passait à travers la liste, on essayait de vérifier est-ce qu'effectivement, ils sont qualifiés. Puis, on ajoutait ceux-là là, à notre pool. Okay. Puis finalement, on en a eu assez pour, notre objectif, c'était que chaque reviewer n'ait pas plus que 6 articles à évaluer. Il y en a qui en font plus parce qu'on leur demande des services de dernière minute quand il y a justement des reviewers qui finalement ne font pas leur travail ou qu'il y a des articles où c'est un petit peu plus difficile, qui sont borderline dans le sens où on hésite entre l'accepter ou le refuser. Là. Okay. Mais de façon générale, c'est maximum 6. Puis on avait assez de reviewers finalement pour couvrir ça. Fait que ça s'est quand même plutôt bien passé, je dirais, de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de discussions dans le domaine sur est-ce qu'on devrait... que ça ne scale pas, notre modèle, parce que ça grossit trop vite puis que c'est essentiellement exponentiel. Mais vu qu'on se base en partie sur qui a des articles acceptés l'année précédente pour en inviter des nouveaux, pour l'instant, ça prend peut-être plus de temps maintenant de les trouver, mais du moins, cette année, dans le fond, finalement, j'avais peur qu'on ait à vraiment innover ou trouver quelque chose de vraiment nouveau sur comment est-ce qu'on va trouver plus de relecteurs, mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. C'est juste un travail qui demande comme plusieurs semaines. Là. OK. Ouais, puis je pense aussi, il me semble depuis cette année ou l'année passée, qu'il a rajouté qu'il faut que tu aies le code disponible, là, finalement. Là. Ouais, donc, ça a été une barrière aussi. Là. Ce qu'on a ajouté cette année, c'est... donc, je voulais introduire une notion d'obligation de fournir du code, parce que ça se discute beaucoup dans la communauté. Il y a des inquiétudes qu'il y a beaucoup de travaux qui sont peut-être impossibles à reproduire. Puis, donc, pour ça, il y a un certain mouvement à vouloir commencer à exiger ça. Mais c'est pas controversé, mais disons qu'il y a beaucoup de discussions sur est-ce que c'est vraiment approprié pour tous les articles, puis comment est-ce qu'on détermine lesquels articles ou quand est-ce que c'est nécessaire, quand est-ce que ça ne l'est pas. Fait que mon approche que j'ai prise cette année, c'est j'ai proposé que NeurIPS se positionne en disant voici la politique pour NeurIPS, pour la soumission de code. On a l'attente que vous soumettiez du code si votre article est accepté, mais on ne va pas l'imposer. Fait que tu sais, déjà, au moins de se positionner d'un point de vue, si on veut, presque moral, ou en tout cas, de ce qu'on considère être la bonne pratique. Dans le sens où c'était pour moi un bon premier pas, sachant qu'on ne sait pas exactement comment la placer, cette ligne-là. Oui, mais c'est un bon pas vers la direction finalement de dire on pense que c'est important. Ouais. Puis ça semble avoir aidé parce que, c'est sûr, peut-être qu'on se serait rendu là de toute façon parce que je pense qu'il y a une certaine sensibilisation de la communauté sur l'importance de fournir du code. Puis la réalité aussi, c'est quand tu fournis du code, ton article a plus d'impact. Là. Fait que des fois, il faut comme se forcer à le faire ou être forcé à le faire pour le réaliser. Là, mais si ton
papier vient avec du code, ben il y a plus de chances que quelqu'un va le prendre, va trouver une petite variation sur ce que tu as fait, puis peut-être publier un article qui va te citer. Fait que c'est une façon plus directe d'influencer ta communauté. Mais donc, on a comparé en 2018, il y avait la moitié des articles acceptés qui avaient fourni du code. Puis cette année, c'était le 3/4. Okay. Fait que, ça a augmenté de moitié, finalement. Fait que, c'est quand même un bon pas, au point où 75%, sachant qu'il y a 9 papiers qui s'identifient comme des papiers de théorie, 9%. OK. Il n'en reste pas beaucoup, là, si on suppose que 9%. Là, Les articles théoriques, des fois, il y a des expériences aussi, puis d'avoir du code quand même, là, mais c'est quand même, je trouve que c'est quand même pas mal. Là. Fait que j'ai hâte de voir lorsque les Program Chairs pour l'année prochaine, pour 2020, s'ils vont vouloir juste garder ça ou aller même plus loin. Donc, par exemple, on n'a pas insisté sur soumettre du code lors à la soumission. Ça, c'est une chose qui pourrait être faite. Déjà, ça montrerait la barre pas mal sur... Mais encore là, on ne peut pas l'imposer, mais on pourrait aller jusqu'à dire, bon, on s'y attend, un peu comme on a fait pour les articles acceptés. ICML avait essayé de faire quelque chose comme ça en 2019 où ils avaient explicitement dit qu'ils allaient encourager la soumission de code, puis que le code pouvait être utilisé par les relecteurs dans leur évaluation. Mais ils n'avaient pas vraiment dit « Est-ce que tu vas être pénalisé si tu n'as pas de code? » Puis en fait, il y a des gens qui ont vraiment mal réagi à ça. Là. Il y a une petite micro-polémique là-dessus. Micro, parce qu'on s'entend, ça donne des chercheurs et je trouve qu'il y a des gens qui s'en portent pas mal. Là. Ouais. Mais bon, il y a des questions légitimes quand même. Là, mais... Puis, ils avaient observé que dans les articles acceptés, c'était 67% qui avaient soumis du code. Fait qu'on a quand même réussi à en avoir plus qu'eux, même s'ils avaient... Puis je pense, d'une certaine façon, d'un point de vue le positionnement était plus clair, je pense, pour Neurip. On a carrément dit, non, on s'attend à ce qu'il y a du code. Puis on ne l'enforce pas, mais on s'y attend. T'sais. Tandis que ICMS, c'était plus encouragé. Puis, fait que tu sais, je ne sais pas si on va aller bien plus loin que ça, parce que déjà, on sent là, qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté qui sont très sensibles à ça. Fait que ça va être intéressant à voir évoluer. Oui, il y a entre autres Joël Pinault là, qui parle beaucoup de ça. Ouais. Puis nous autres, moi personnellement, j'étais beaucoup sensibilisé. Mon premier article, ça a été sur ça, reproduire des expériences en fait, puis de vraiment tester. Je trouvais que c'est une bonne façon de m'approprier c'est quoi l'écriture d'un article, sans être vraiment formel d'approcher quelque chose, mais aussi de voir c'est quoi les floss que je préfère moi en faisant un plus tard. Puis j'ai vraiment trouvé que c'est une bonne expérience. Puis je pense que c'est quelque chose qui devrait être encouragé. Là, finalement, je sais que Neurip, ça va aussi un Reproducibility Challenge, qui est vraiment, je pense, pertinent. Mais justement, en le faisant, on s'est rendu compte que ça arrive des fois que le code, il roule pas. Là. Puis tu lis ça, puis t'es comme, je comprends même pas qu'est-ce qu'il fait, puis je suis même pas sûr si c'est vraiment mappé avec le code, qu'est-ce qu'il fait. Puis là, t'es comme, j'arrive à peu près au même résultat, mais tu vois, j'ai fait un ablation study, puis je me rends compte que j'ai pas la même chose, puis là, je fais un peu parameter search, puis là, je me rends compte que finalement, je préfère quelque chose de mieux que ça. Tu sais, fait que c'est tout des petits trucs ça de même. Puis là, justement, avec mon premier article que je suis en train de travailler pour écrire, j'ai tout intégré ça. Puis là, j'ai tout testé mes affaires pour faire en sorte que si quelqu'un pose des questions, je suis capable d'y répondre. Donc, je pense que c'est un bon exercice, puis je sais pas si, il y en a qui vont suggérer que peut-être que ça va être des articles en soi que de reproduire un seul article. Puis je comprends, l'intention est bonne, mais en même temps, puis je serais curieux de voir un peu comment est-ce que dans d'autres disciplines, parce que je pense que ça arrive quand même assez souvent dans d'autres disciplines, là, mais la réalité, c'est que quand le code est disponible, des fois, le reproduire, c'est assez facile. Là. Fait que tu veux pas quand même... Il semble que, à part si c'est un résultat négatif, ça devrait pas être une grosse surprise que tu as pris le code de quelqu'un puis tu l'as roulé, puis oui, ça donne les mêmes résultats. Hein. Fait que je trouve que c'était quand même assez ingénieux de dire, en fait, on va faire ces challenges-là, puis on va plutôt encourager ceux qui enseignent des cours en machine learning d'utiliser ça dans le cadre de leur projet. Ça me semble être c'est faire d'un peu deux pierres d'un coup, dans le fond, parce que... Non, une pierre deux coups. Ouais, parce que dans le fond, ce qui arrive dans ce cas-là, c'est que c'est un exercice qui est très légitime, puis il y a plein de cours, ça ressemble à ça, là, prends un article et implémente-le. Mais aussi, le fait que c'est fait dans un challenge, puis que tu fais un rapport et tout, puis étant donné qu'il y a pas mal cette discussion-là, qu'on sait que ça arrive des fois, là, malgré le fait qu'on même quand tu fais le mieux que tu peux, ça se peut que ce que tu décrives ne matche pas exactement ce qu'il y a dans ton code. Là, ça arrive des erreurs, quoi. Fait que je pense que ça sensibilise aussi un peu à ça, là, dans le sens où, oui, ça peut arriver qu'on fasse des erreurs. Là, c'est pas... faut juste les admettre. Là. Mais si on met autant de stigma autour du fait que
tu as publié quelque chose que finalement, en fait, il y avait une erreur dedans, ben les gens vont jamais le dire quand ils font des erreurs aussi. Ouais. Fait que, puis je pense que moi, c'était une angoisse que j'avais quand j'entrais dans le domaine. Ce qui est peut-être, je pense que c'était quand même un peu bon. Là. Je pense qu'il y en a qui mériteraient d'avoir plus cette angoisse-là, mais de savoir, est-ce que je pense que je fais ça, là, mais à quel point je suis sûr. Puis tu réalises rapidement, ben je peux pas être sûr, en fait, que c'est exactement ça. Là, Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est stressant quand même. Là. Mm-hmm. Non, c'est ça, parce que tu dis... parce que tu as l'impression que personne d'autre se trompe. T'sais. Au début, tu le sais pas. Mais quand tu as quelque chose sur l'échelle de centaines d'étudiants qui essaient de reproduire des trucs, puis qu'il y en a quelques-uns qui arrivent plus ou moins, ben, tu dirais, OK, non, ça fait partie un peu de l'aventure scientifique. Il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, puis il y a des gens qui font des fois des erreurs dans exactement ce qu'ils implémentent versus ce qu'ils écrivent, puis ça arrive, tu sais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention puis prendre ça sérieusement. Fait que c'est là qu'il est un peu difficile. Là. Je pense qu'il faut accepter le fait que ça arrive, mais en même temps, il ne faut pas se dire « Ah, ben ça arrive, fait que c'est pas grave, tu sais, si j'en ai. » Il y avait justement un cas en économie, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce cas-là, avec justement la dette. Le pourcentage de dette par rapport au PIB. Puis quelque chose en 2008, là, justement, avec la crise financière. Puis il avait fait un gros article là-dessus, mais il y avait beaucoup d'erreurs de code. Puis puis des pré-traitements des données qu'il avait fait, qui influençaient. Puis finalement, tous les résultats n'étaient pas bons. Ben, pas vrai, non. Les résultats n'étaient pas aussi bons que ce qu'il disait. Puis, tu sais, ça a vraiment soulevé la communauté par rapport justement, mais tu sais, c'est de la crédibilité aussi, là, en sciences. C'est de la reproductivité, c'est important. Mais justement, au niveau de tes études graduées, comment ça s'est passé finalement au niveau de cet appropriement de faire des articles qui étaient dans une époque où c'était pas encore vraiment très populaire, pour ne pas dire quasiment pas. Puis comment tu as vécu ça à travers ça? Ma première expérience, avant d'écrire les articles, donc je suis allé à la conférence NeurIPS, la première, 2004 peut-être, 3, je ne me rappelle plus. Fait qu'à ce moment-là, j'avais pas d'article publié, rien. C'était juste pour aller voir les posters puis apprendre de la conférence. Puis je me rappelle, j'étais vraiment déprimé après, là, parce qu'il y avait pratiquement rien sur les réseaux de neurones. Ça, c'était avant comme le deep learning. Là. Donc, il y en avait, je sais pas, il y avait 3 ou 4 posters en tout. Dans un coin, genre, finalement. Ouais, puis tout le reste, c'était des articles, les méthodes à noyau qui étaient bien populaires dans ce temps-là. Puis tout le monde avait des résultats théoriques sur les bornes de généralisation que je connaissais même pas ça à ce moment-là. Puis c'était pas quelque chose que, justement, Yoshua, parce que lui, dans son cours, quand il enseignait surtout les réseaux de neurones. Il nous enseignait quand même les méthodes à noyau puis certains trucs, mais toute la partie learning theory, là, donc la théorie derrière l'apprentissage automatique, ça, on n'avait pratiquement rien. Fait que je me rappelle d'être sorti de là, comme je suis dans quel domaine, moi? Comment ça, je comprends rien de ça? Puis ce qui m'a pris autant de temps à apprendre, en fait, c'est une goutte dans l'océan du machine learning à ce moment-là. J'étais vraiment déprimé, là. Mais en même temps, j'étais aussi nouveau dans le domaine, là, fait que je pense que je me doutais bien que c'est peut-être aussi un peu ça. Là, puis qu'un moment donné, je vais l'apprendre. Là. La réalité, c'est que je suis toujours pas bon en théorie de l'apprentissage, là, mais ça m'intimide moins. Là, parce que là, je comprends aussi un peu comme ce que cette approche-là de l'apprentissage automatique, ses limitations, si on veut. Mais donc, premier article, c'est souvent... Puis c'est un peu comme ça que je l'approche avec mes propres étudiants. Le premier article, ça vient de ton directeur. C'est lui qui sait dans quelle direction on devrait aller. Fait que je pense qu'un parcours normal, c'est tu arrives là, il te donne un premier projet où l'idée est pas mal bien définie. C'est à toi de le programmer. Puis même l'écriture de l'article, moi, le premier article, c'est Yoshua qui l'a écrit. Là. Puis je pense que j'aurais pas pu l'écrire clairement, aussi bien que lui. Là. Puis si je l'avais écrit, faire l'exercice, ça aurait pu être bien, là, mais voilà ça. Le premier article, c'était surtout, j'ai pris en gros son idée, je l'ai implémenté. J'ai travaillé fort à faire des expériences, puis à faire des ajustements, de donner du brainstorming avec lui sur quel truc essayer pour tuner un peu l'idée pour qu'elle fonctionne. Mais ça a comme commencé avec ça. Puis ça te met pas mal en confiance. Puis après ça, tu commences peut-être à justement voir un peu plus, avoir tes propres idées. Puis c'est ça. Puis ce qui est arrivé, c'est mon deuxième article. Là, il y avait l'émergence un peu des idées qui ont mené au deep learning, là, le terme en soi, là, le moment où on commençait à parler de deep learning, où c'était de l'apprentissage non supervisé pour initialiser des réseaux profonds, qui dans le temps étaient 2 couches. 2 couches cachées, c'est comme... Ça prenait ça pour être du deep learning. Donc c'est ça. Puis
il y avait beaucoup de brainstorming dans le lab. Puis à un moment donné, j'ai comme eu une idée à force d'entendre des descriptions de ce qui se faisait dans la littérature. J'ai approché Yoshua, j'ai dit « Qu'est-ce que tu penses de ça? » Puis il m'avait encouragé, c'est une bonne idée, essaye-le. Puis ça fonctionnait. Puis fait que ça m'a commencé à me confirmer que j'étais capable d'avoir des bonnes idées. Puis après ça, de façon un peu intéressante, je me suis vraiment pris en main plus en tant que chercheur quand j'ai voulu vraiment être la personne reconnue pour mes propres articles plutôt que d'être sur des articles de Yoshua, d'être sur des articles de Hugo Larochelle, là, finalement. OK. Fait que il y a un moment où j'étais comme, OK, ben là, il faut que j'ai mes propres idées, puis c'est moi qu'il faut que je lise mes articles parce que sinon, ça sera jamais des articles de Hugo Larochelle, tu sais. Ça va être toujours des articles de Yoshua Bengio. Fait que ça m'a vraiment comme poussé. J'ai comme senti, j'ai pas le choix, faut que je fasse ça. Puis c'est une bonne chose, là, parce que je pense que si tu dépends trop de ton directeur pour te dire où aller, là, tu deviens pas vraiment un chercheur. Tu sais. Définitivement. Fait que avec du temps, là, j'ai commencé à être confortable. Tu sais, le fait que j'avais une idée qui avait mené, qui était une des idées, je pense, qui a été la plus retenue dans mon deuxième article à NeurIPS, qui était sur le Greedy Layer-Wise Pre-Training, qui est c'est probablement encore mon article le plus cité. Ça aussi, ça m'a mis pas mal en confiance, savoir, OK, je pense que je suis capable d'avoir des bonnes idées, tu sais. Puis après ça, c'est comme ça que j'étais plus à l'aise d'avoir mes idées à moi. Puis pour savoir comment écrire, c'est à force de lire les articles. Tu commences à voir les patterns. Tu vois que c'est quoi une bonne intro, c'est quoi... Puis aussi, avec le feedback que j'obtenais de Yoshua quand j'écrivais, là. Donc, ça m'a aidé pas mal à commencer à savoir comment écrire. Puis, c'est ça, là, tranquillement, pas vite. Une fois que ça a été fait, je pense que une grosse étape, ça a été d'avoir mon premier article, premier auteur, où là, j'étais comme, OK, c'est bon, je pense que je sais un peu comment faire ça, de la recherche, là. Puis ça a pris que j'ai cette ambition-là de dire non, il faut que ce soit mes articles à moi, là. Puis c'est à peu près combien de temps d'un coup tu étais dans le doc d'arriver à... Ouais, le premier article, j'étais premier auteur, c'était 2007. Fait que moi, j'ai commencé mon doc en genre, je pense que c'était 2005. Okay. Non, 2004, comme fin 2004, si on veut. Il a été publié en 2007, là, mais le travail a commencé avant. Ouais, fait qu'un genre de 2 ans. 2 ans à peu près, non? C'est aligné à l'Université de Montréal, c'est aligné un peu au moment où il faut que tu fasses ta proposition de thèse. Là. OK. Ça a-tu été ton sujet de thèse aussi? Ouais, pas mal. Okay. Ouais, l'apprentissage profond, là, les différentes idées que j'avais explorées. Ouais. Puis là, as-tu encore beaucoup d'étudiants? J'en ai... Pas je me trompe. Parce que là, il y en a un qui vient de graduer en plus. Là. Okay. Fait que j'en ai 3. Ça dépend comment tu comptes. Il y en a que je sais pas si je les compte ou pas. Là, mais... Genre co-directeur ou comme juste des fois tu leur donnes un peu d'aide? C'est ça, ouais. Fait que... mais je pense officiellement, j'en ai 3. Ouais. OK. Ouais. Est-ce que tu as la même approche finalement avec eux autres au niveau... À un moment donné, il faut que tu voles tes propres ailes ou tu essaies... Ouais. Encore plus même, parce que en fait, là, j'ai pas le choix. Là, je suis tellement occupé. Dans le fond, oui, je suis superviseur des étudiants, mais mon boulot, en fait, il est à Google. Là. Je suis professeur associé maintenant à l'Université de Montréal, mais je passe une journée par semaine au MILA, là, qui est là où finalement les profs de l'Université de Montréal en apprentissage automatique sont là. Donc, je passe juste une journée par semaine là-bas. Fait que puis avec mon boulot à Google, je suis quand même plus limité. Fait que j'essaie d'insister encore plus, peut-être que avant où je me disais on va avoir des collaborations, puis je pense j'en parlais probablement un peu, mais c'est un petit peu moins critique, là, parce que en fond, le professeur fait sa recherche avec ses étudiants, puis du moins c'est une façon d'être directeur de thèse, mais je pense une autre façon, puis j'essaie d'être plus comme ça maintenant, c'est de dire non, je suis un mentor à mes étudiants. Okay. Puis oui, il faut que je leur donne une première idée qui s'aligne avec ce que je pense que moi, je suis bien positionné pour les aider. Mais en même temps, un étudiant qui décide d'aller dans une direction, je suis moins familier avec cette direction-là, puis qui a du succès, je ne vais jamais l'arrêter en disant, là, tu peux-tu commencer à travailler des trucs dans ma direction?
Tellement que, justement, mon étudiant qui a gradué, qui a fait sa défense de thèse cette semaine, il a publié des articles incluant des articles avec moi, mais finalement, dans sa thèse, ça a été juste des articles que je suis pas dessus, en fait. Fait que, puis, tu sais, j'y ai dit, je suis plutôt fier de ça, en fait, parce que pour moi, ça confirme qu'il est vraiment un chercheur, tu sais. Puis, justement, il va commencer un poste de prof à la Polytechnique de Montréal, là. Fait que... Très cool, ça. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est une histoire à succès, là, tu sais. C'est pas mesuré par le nombre d'articles que moi, je suis avec mon étudiant, mais pas mal plus sur à quel point est-ce qu'ils ont vraiment, comme, ils sont le dénominateur commun de tous leurs articles, réellement, là. OK. Puis qu'est-ce que tu recherches beaucoup chez un étudiant, mettons, qui vient de voir, hey, j'aimerais ça que tu me supervises. C'est quoi les compétences, soft skills, compétences techniques? Fait que dans les compétences, je dirais quelqu'un qui est... Je pense que ça aide d'être créatif. Parce que ultimement, la recherche, tu essaies de trouver qu'est-ce qu'on devrait faire différemment. Donc, je pense que ça prend un peu de créativité, là. Ça suffit pas juste d'être un expert dans qu'est-ce qui s'est déjà fait. Il faut aussi être capable de prendre ça puis le généraliser en qu'est-ce qu'on devrait faire pour la suite. Mais ça prend aussi ça. Donc, je pense que ça prend aussi une aptitude à bien comprendre l'état de l'art puis d'être en mesure de vraiment bien comprendre les travaux puis d'en faire une synthèse dans sa tête puis de vraiment bien être capable de savoir c'est quoi les résultats puis pour être aussi critique par rapport à ses propres résultats, finalement. OK. La communication, c'est super important, surtout avec ton directeur de thèse, en fait, là. Parce que la réalité, c'est que ça dépend des directeurs de thèse, mais au début, j'étais capable de regarder le code de mes étudiants. Mais là, maintenant, j'ai plus le temps, là, j'y arrive pas. Puis la réalité, c'est que, tu sais, déjà que quand tu codes toi-même tes trucs, tu as aussi l'angoisse de, j'ai peut-être un bug, mais je suis pas sûr. Tu l'as encore plus quand tu es directeur où tu regardes à peine le code. Tu regardes les parties importantes, il y a peut-être un bug ailleurs, puis toi, tu le sais pas. Fait que, comme directeur, je pense que tu développes un peu... Moi, ce que je fais, c'est que je fais un peu des unit tests avec mes étudiants. Je suis comme, peux-tu faire telle expérience? Puis si ça donne telle affaire, je pense que ça confirme qu'effectivement, ça fait ce qu'on pense que c'est supposé faire. Donc, avoir un étudiant qui est capable de communiquer exactement qu'est-ce qu'il a fait, comment qu'il l'a fait, qu'est-ce qui est pas mal sûr que c'est correct, qu'est-ce qui est pas sûr exactement. Moi, ce que je déteste, c'est avoir un collaborateur où à la fin de la conversation, tu n'es comme pas sûr exactement si ça a été fait correctement. Puis tu n'es pas sûr qu'il se pose ces questions-là, en fait. Okay. Fait que d'être en confiance avec un étudiant, que tu es comme, OK, non, s'il y a un détail technique qui est une subtilité dans ce qu'il avait implémenté qui est importante, il va s'être posé la question, puis il va s'être penché de le faire, ou s'il ne sait pas comment le faire correctement, il va te le demander. T'sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment important. Puis des fois, si tu es super créatif, tu veux pas t'accrocher des fleurs du tapis, si on veut. Tu as comme envie de foncer, puis ça peut être le penchant négatif de ça, en fait. C'est que non, tu prends pas le temps de faire les choses proprement, puis d'être capable de le communiquer, ça, donc de transférer ton incertitude à toi sur qu'est-ce qui a été fait, puis qu'est-ce qui est encore à déterminer, puis d'être capable de bien communiquer ça à ton directeur, ça, je pense que c'est vraiment important. Fait que, tu sais, quelqu'un n'est pas trop... si quelqu'un a une confiance un peu exagérée dans juste ses affirmations, pour moi, c'est peut-être des fois un peu un red flag, là. Par contre, tu veux quand même sentir un certain enthousiasme, là, parce que la réalité, c'est que si tu n'es pas passionné par ça, tu risques d'avoir de la difficulté. Là, c'est longtemps. Là. C'est ça. La recherche, des fois, les idées qui vont avoir de l'impact, ils ne marchent pas nécessairement comme ça. Là. Puis tu peux avoir des longues périodes où pendant longtemps, tu en arraches à faire du progrès. Fait que si tu n'es pas capable de passer à travers ça, tu es un peu foutu. Fait que la passion, c'est quand même pas mal important aussi. Ouais, il n'y a pas un patron qui te demande « Hey, remets-moi ça telle journée. » C'est vraiment ça avec toi-même. Là. Fait que je dirais créatif, être rigoureux. Dans le fond, c'est la façon de résumer. Être rigoureux puis être un bon communicateur. Je dirais que c'est les trois les plus importants. Là. OK. Puis, tu as parlé un peu, justement, on a parlé un peu de chez Google Brain. C'est quoi à peu près ton rôle? C'est quoi que tu occupes, là? Ouais, je suis comme le responsable de l'équipe. Okay. Donc, c'est un peu moi qui est en charge du recrutement. Là, maintenant, de plus en plus en collaboration avec les gens qui, dans mon équipe, sont assez seniors.
Mais au début, j'étais pas mal en charge du recrutement. Donc, je suis leur manager. Au début, j'étais manager de tout le monde. Puis là, maintenant, c'est assez gros que c'est un petit peu plus distribué. J'ai certains des gens plus seniors qui sont eux-mêmes managers de certaines personnes. Fait que, tu sais, il y a des choses dans l'équipe qui sont dirigées par d'autres gens qui sont des experts dans le monde, dans d'autres domaines, comme le reinforcement learning ou d'autres domaines, l'optimisation. Puis, leur projet de recherche, je ne les supervise pas du tout. Là. Je sais qu'ils... Puis, en fait, Brain fonctionne pas mal comme ça. Là. C'est une organisation où la recherche est plus, en anglais, on va dire, bottom-up, là, qui vient vraiment des chercheurs et non pas des leads. Pas qui des, dit, hey, va faire ça. C'est vraiment, hey, j'ai telle idée, on explore ça. OK. Ça ressemble beaucoup à être dans l'académie, l'académique, en fait. Fait que, donc, il y a ça, qui est de les appuyer, mais les autres chercheurs qui ne sont pas exactement alignés avec mes sujets de recherche à moi, s'assurer que ils ont ce que ça prend pour être productifs, puis les accompagner un peu dans leur carrière à Google. Puis, fait que c'est une partie du travail. Puis l'autre, en fait, c'est faire ma propre recherche à moi, justement, liée au few-shot learning, au meta-learning. Puis il y a des gens que j'ai recrutés spécifiquement pour travailler avec moi sur ces sujets-là. Fait qu'avec eux, genre une collaboration de recherche un peu plus serrée. Là. Quasiment comme un directeur, finalement, qui... Ouais, d'une certaine façon. Là. Ben, je préfère le voir un peu comme collaborateur, dans le sens où on est un peu tous responsables de la recherche qu'on fait. Là. Mais je pense que même sans le vouloir, c'est sûr que parce que je suis plus senior, et ma voix porte un peu plus quand on a des échanges. Là. Mais je fais mon possible aussi en même temps pour éviter ça, parce que, tu sais, je pense avoir l'humilité. Là, des fois, quand je pense que j'ai une idée qui est vraiment bonne, là, je peux être autant aux côtés de la track qu'un autre research scientist qui est plus junior, mais que c'est pas impossible que son idée soit meilleure. Des fois, on ne sait pas, en fait, souvent. Fait que c'est assez de gérer un peu cet équilibre-là pour que ce soit une collaboration. Parce que dans le fond, moi, je veux pas qu'ils sentent, un peu comme, effectivement, mes étudiants maintenant, je veux pas qu'ils sentent qu'il faut que ça vienne tout de moi non plus. Là. C'est pas la meilleure façon d'être une équipe. Puis moi, quand je suis occupé avec d'autres trucs, il faut qu'ils sentent qu'ils own aussi, qui sont les responsables de l'agenda de recherche avec moi aussi. Là. OK. Fait que vous avez quand même une grosse liberté, finalement, dans la publication aussi, puis vous êtes capable de publier à peu près tout ce que vous voulez. Ouais. Je pense que si quelqu'un va travailler sur un produit spécifiquement, là, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais Brain est essentiellement une organisation un groupe de recherche fondamentale. Okay. Fait que ça, on publie essentiellement tout. Là. OK. Puis j'ai vu récemment aussi, je pense que c'était aujourd'hui justement, là, que le MITAC se positionne comme quoi que Montréal a la plus grande nombre de chercheurs finalement et le nombre des étudiants. Comment tu vois finalement le transfert de l'académique vers le privé? Je pense qu'il y a un pont qui est des fois difficile à établir. C'est quoi ta position par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Honnêtement, je pense que les défis qui existent, je les connais pas super bien parce que Brain, j'ai trouvé que la transition était quand même pas mal facile. Là. OK. Mais mon boulot est vraiment pas très différent de celui que quand j'étais prof. La grosse différence, c'est que j'enseigne pas. Mais à part, j'enseigne sur YouTube dans le sens où pour mes cours, je m'étais filmé. Puis il y a encore ces vidéos-là. Là. Puis je vais répondre à des questions encore. Fait que ça, c'est le fun. Là. Des fois, il y a quand même une partie de cette vie-là que j'ai appréciée. Là. Puis comme elle existe encore un peu, fait que ça, c'est le fun. Mais à part ça, je fais pas de demande de subvention aussi, mais en même temps, il faut que j'aille trouver du headcount pour des stagiaires ou des trucs comme ça. Là. Fait qu'il y a aussi, mettons, la partie un peu paperasse, il y en a un peu aussi, mettons, à Brain, mais un peu différent. Mais sinon, c'est moi qui choisis ça sur quoi je travaille. La plus grosse différence, je trouve, c'est que comme professeur, tu n'es pas vraiment évalué. Je veux dire, tu l'es un peu, là, mais... puis... Peut-être que les profs devraient l'être plus des fois, là, mais tu sais, oui, ton enseignement est évalué, mais tu sais, dans le fond, c'est surtout pour vérifier qu'il n'y a pas de catastrophe. Là. C'est pas tant que ça. Moi, je sentais pas... La seule pression que je sentais à bien enseigner, c'est juste que je veux faire un travail qui est un bon travail, là, finalement. Mais c'est plus une éthique de travail qu'autre chose. Hein. Mais je
ce que je réalise, c'est que dans le privé, c'est plus normal d'évaluer ta performance. Ça a lieu avec une certaine fréquence. Puis ça, être confronté à être évalué comme ça, même si on l'est via nos articles, mais c'est toujours nos articles, c'est pas nous. Fait que c'est un peu différent. Fait que de gérer être confronté comme ça à l'évaluation par ses pairs de son travail ou d'un boss, finalement, c'est ce que je vois être l'aspect peut-être qui nécessite une certaine adaptation, là. De façon générale, dans les chercheurs qui vont dans des groupes dans le privé. OK. Puis, sinon, ben, c'est sûr que techniquement, tu as un boss. Là, parce qu'à l'université, quand tu es prof, tu n'en as pas vraiment. Là, surtout quand tu as ta permanence, tu sens que tu peux pas faire ce que tu veux. Là. Mais encore là, dans un groupe comme Google, mon boss, il me dit pas quoi faire. Là, fait que c'est presque pareil. Là. Ce qui est un peu aussi similaire comme Elemental aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'académiques qui sont allés là parce qu'il y avait une certaine liberté. Là. Ouais, ben maintenant, tu sais, pour les chercheurs, leur passion n'a pas changé. Ça continue à être ça qu'ils veulent faire. Fait que je pense qu'ils ont comme... ces groupes-là, ils ont comme pas le choix. Là. Il faut qu'ils donnent la liberté de recherche. Là. S'ils veulent effectivement attirer leur talent, ben, je pense que c'est un peu nécessaire. Là. Je serais pas à Google Brain si j'avais pas toutes ces libertés-là. Là. Tu pensais retourner enseigner un jour? Ben, mettons, retourner prof, je sais pas. Je suis quand même pas mal bien à Google. Là. OK. Puis, j'ai une bonne équipe. Puis, tu sais, c'est clair, en tout cas, dans ma tête, ce que j'ai construit avec eux, j'en suis pas mal fier. Puis, je veux garder ça. Puis, fait que, faudrait qu'il y ait des raisons un peu extérieures pour m'amener à vouloir comme partir. Là. On a vraiment une bonne game, c'est vraiment le fun. Pour ce qui est d'enseigner, mettons ça, ben, je le fais plus comme il y a des écoles d'été que je vais faire. Puis ça, j'aime ça. C'est un peu mon fixe. Là. J'ai envie d'être en contact plus avec Ivado, là, finalement. Là. Ivado, je ne l'ai jamais fait, mais là, c'était ICRA là, ou CFAR. Là. L'école de Deep Learning puis Reinforcement Learning, je la fais à peu près tous les ans. Là. Ça, à chaque fois, j'aime ça faire ça. Fait que... Sinon, vu que je peux continuer à avoir des étudiants, j'ai encore comme ce plaisir-là aussi en étant à Google. Fait que j'ai pas vraiment de raison là, de partir, là, honnêtement. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui change. Là, vraiment majeur pour tout changer ça. Okay. Je sais aussi que dans ton parcours, à un moment donné, tu as fait une start-up. Ça marche, une entreprise. Je sais pas si c'est le bon type start-up. En français, je pense que c'est une jeune pousse qui avait ça. Une jeune pousse, j'aime ça. Oui, une jeune pousse. Une jeune pousse. Comment ça s'est passé, cette expérience-là? Je sais que Twitter a aussi, entre autres, l'a acheté, j'ai bien compris. Oui. C'est ça, OK. Comment ça s'est passé, cette expérience-là? Si tu as le droit de parler, je ne sais pas qu'est-ce qui est confidentiel là-dedans. Donc, en fait, c'est arrivé... après mon doctorat, j'ai fait un postdoc à l'Université de Toronto avec Jeff Hinton. Puis, avec Jeff, j'avais un projet avec lui, mais ce qui était cool avec Jeff, c'est qu'il engageait plein de postdocs, puis il y en avait qui étaient... C'était pas vraiment clair pourquoi il s'avait engagé, dans le sens où... il y avait clairement... Il devait avoir un intérêt sur les réseaux de neurones, mais il y avait aussi comme une expertise qui était quand même au-delà de exactement ce que Jeff faisait. Mais ça créait des dynamiques vraiment le fun, où tu apprenais beaucoup de tes collègues. Puis, il nous donnait aussi pas mal de liberté. Puis, il y a un projet mané que j'ai fait avec un autre postdoc qui était là, plus un étudiant de doctorat, qui était sur comment optimiser les hyperparamètres de façon automatique de modèles en machine learning. Mais entre autres, une des expériences qui a marqué les gens, c'est qu'on avait réussi à optimiser les hyperparamètres d'un réseau de neurones profond de façon automatique, puis mieux que les hyperparamètres originaux qui avaient été comme trouvés par le chercheur. Puis ça, c'était un moment où on voyait comme l'entraînement de réseau de neurones comme une boîte noire, puis ça prenait C'est un peu comme du AutoML, là, finalement? Oui, mais maintenant, l'AutoML, ça inclut souvent, puis focus beaucoup sur apprendre l'architecture, carrément, tandis que là, c'était comme juste les taux d'apprentissage, le nombre de neurones par couche, puis des trucs comme ça. Fait qu'on utilise des techniques bayésiennes, d'optimisation bayésienne. Puis on a publié l'article à Neurips. C'est drôle, mais cet article-là, il n'est pas assez proche. En fait, les reviews n'étaient pas super bonnes, mais je pense que c'est le Harry Chair qui lui, n'était pas en accord avec les reviews, puis ou certains des reviewers, en tout cas, puis qui avait décidé qu'il voulait pousser pour que ça soit accepté. Fait que ça, c'est une autre luck qu'on a eu, là, dans le sens où... Puis quand ça a été publié, il y en a plusieurs qui parlaient.
de cette année-là, on m'a dit que c'était le 2e article le plus cité là, de cette année-là. Fait que ça a vraiment marqué. Fait qu'un moment donné, l'autre postdoc était maintenant prof à Harvard, puis moi, j'étais rendu prof à l'Université de Sherbrooke. Il m'a contacté en disant je pense qu'on peut peut-être faire une start-up basée sur cette technologie-là. Fait que veux-tu embarquer? J'ai dit oui. Mais honnêtement, mon implication, moi, a été à très temps partiel. Là, parce que j'étais prof à l'Université de Sherbrooke. Je mettais 5 heures par semaine, gros max. Là. Fait que mes contributions étaient relativement mineures. Là. Je suis quand même pas mal chanceux que les autres qui ont été impliqués, il y en a qui ont vraiment poussé fort pour déjà avoir une tech qui se tenait et qui était utile. Puis ça a été dans une période aussi où les acquisitions se faisaient pas juste pour la tech, mais aussi pour le talent, puis ceux qui sont dans parce qu'il y avait tellement peu de talent en deep learning à ce moment-là. Qu'est-ce que tu achetais, c'était les têtes, en fait, là? Ben, c'est ça. Nous, dans notre cas, ils ont quand même utilisé... Je pense qu'il y a des exemples où c'est essentiellement pour le monde et bon, pas la tech. Là. Dans notre cas, je sais qu'ils l'ont utilisé à l'interne aussi. Là. Mais je pense qu'ils voulaient aussi marquer qu'ils étaient intéressés à la recherche en deep learning, puis parce qu'il y avait des gens qui étaient de Toronto, puis du lab de Jefferson. Je pense que ça envoyait aussi un peu ce signal-là. Là. Fait que c'est un mélange de ces deux choses-là. Là. Qui nous a amené à passer à Twitter. Ouais. OK. Puis finalement, tu as travaillé pour Twitter, c'est ça? Oui, j'ai travaillé 2 ans à peu près. Okay. T'as-tu aimé ton expérience ou... Parce que là, c'est vraiment plus du privé-privé, non? Oui, ben l'objectif, c'était un petit peu quand même de créer un endroit où il y avait une culture de recherche. Puis j'ai publié un article là avec des stagiaires, mon premier article de meta-learning, en fait, je l'ai publié quand j'étais à Twitter, dont j'en suis super fier, puis que ça influence beaucoup la recherche que je fais aujourd'hui. Puis la semaine dernière, à NeurIPS, il y avait un des keynote speakers qui a même mentionné qu'il avait été inspiré par cet article-là. Puis, fait que j'ai réussi à faire de la vraiment bonne recherche quand même là-bas. Là. Mais il n'y avait pas cette culture-là. Il y avait un peu... Notre objectif, c'était, je pense, en partie d'essayer de la mettre en place. Puis c'est pas nécessairement facile pour une compagnie comme Twitter qui, à ce moment-là, faisait pas de profit. Là. Mm-hmm. Fait que c'est un peu pour ça que ça n'a pas vraiment fonctionné, si on veut. Là. Bon, ceci étant dit, en même temps... donc, quand j'ai appris qu'ils voulaient ouvrir un groupe de Brain à Montréal... Donc, moi, j'étais à Boston, puis j'ai vraiment aimé ça à Boston. C'était super le fun. Puis on retourne d'habitude au moins une fois par année voir nos amis qu'on s'est fait là-bas. Puis c'était pas très loin du Québec, en fait. Là. Fait que, je voyais souvent mes parents, puis avec mes enfants. Donc, on se sentait pas si loin que ça. Puis mes enfants étaient à l'école là-bas. Fait que là, ils sont presque tous bilingues. Là. Fait que ça a eu plein de bénéfices. Mais c'est ça, quand j'ai appris qu'ils cherchaient quelqu'un pour partir un groupe de Brain à Montréal, ben là, moi, c'est sûr, éventuellement, je vais revenir au Québec. Fait que ça a été l'opportunité que, peu importe si ça allait bien ou pas à Twitter, là, j'aurais de la difficulté à ne pas vouloir sauter sur l'occasion. Là. En revenant là, bon, juste pour moi, revenir à Montréal, revenir à Québec, au Québec, c'était comme... ultimement, je pense que je voulais le meilleur scénario. Mais tu sais, en plus, j'ai tellement... reçu de ma formation à Montréal avec Yoshua Benjo. Puis ça m'a tellement fâché longtemps qu'il n'y avait pas de lab de grosses compagnies à Montréal. Parce que moi, il y a eu une période, quand j'étais à Toronto pour mon postdoc, je voulais revenir au Québec. Puis, fait que je cherchais des postes de prof, je voulais faire de la recherche. Mais j'avais pas le choix d'être prof, en fait, parce que la recherche, ça n'en faisait pratiquement pas en machine learning. Dans l'industrie. Il n'y en avait pas des labs de Brain ou de Facebook AI Research. n'existait même pas à ce moment-là, mais en tout cas, au Microsoft Research, il n'y avait pas ça. Il n'y avait absolument rien. Ce qui était vraiment fâchant. Fait que, tu sais, de voir que... Parce que Google Brain, ça a été le premier groupe, mettons, d'une grosse compagnie, la Silicon Valley, vraiment en deep learning, qui faisait de la recherche, là. Après ça, suivi Microsoft Research quand ils ont acquis la startup Meluba. Puis il y a eu Facebook qui est arrivé après. Puis là, il y en a plein, là, Samsung qui est là. Puis il y en a vraiment plein d'autres. DeepMind qui est arrivé après aussi. Fait que... mais donc, à ce moment-là, quand j'avais l'opportunité de faire ça, j'étais comme... Tu sais, je me suis dit, c'est une bonne façon aussi de redonner à l'écosystème, là.
Mm-hmm. Puis, fait qu'il y avait aussi... je sentais un peu une mission de faire ça, là, que je puisse jouer ce rôle-là. Je me sentais vraiment privilégié, puis je trouvais que c'était important de le faire. Oui, comment tu vois ton rôle, finalement, à travers l'écosystème de Montréal? Quand tu penses que tu peux promouvoir, finalement, Montréal à la plan internationale? Là? Ben, l'opportunité que je voyais à ce moment-là, ben, entre autres, c'est de s'assurer que cette opportunité-là, pour ceux qui s'intéressent, d'aller potentiellement à Google, mais de ne pas avoir à aller aux États-Unis, puis de pouvoir rester au Québec. Ça, je dirais que c'est peut-être un des... en tout cas, au début, où je voyais que c'était ça que je voulais accomplir. Là. Puis une des raisons pour laquelle je supervise les étudiants à l'Université de Montréal puis au MILA, c'est que je voulais aider aussi, comme il y a tellement de bons étudiants qui appliquent pour être à Montréal, tu sais, je voulais aider à ça. Là, parce que je me suis dit, je pense que quand tu passes du temps à Montréal, quand même, tu as envie de rester au Québec de façon générale, en fait. Puis, fait de pouvoir contribuer à ça, c'est pour ça que je supervise les étudiants en bonne partie. Là. C'est parce que je pense que c'est important aussi que je contribue au MILA puis à son essor là, comme ça. Je crois que c'est les deux choses que je trouve importantes. Là. OK. Oui, parce qu'effectivement, le MILA sont rendus avec beaucoup de bons candidats. Là. Mm-hmm. C'était international. Là. Ouais, j'avais, tu sais, moi, dans mes études, j'ai jamais vu, pendant que moi je faisais mon doctorat, des gens qui avaient fait leur bac au MIT ou à Stanford. Mm-hmm. Puis là, ben maintenant, dans la liste des candidats au MILA, tu en as plusieurs. Là. Fait que ça, c'est le fun. C'est une confirmation que les gens pensent que c'est là qu'on fait de la recherche de calibre international. Là. Puis, comment tu vois justement au niveau de la position des étudiants qui seraient du Québec, qui voudraient faire ce parcours-là, mais qui ne peuvent pas compétitionner par rapport, mettons, je suis à l'Université de Montréal, c'est moins prestigieux que l'Université d'Harvard. Comment tu vois ça, cette espèce de trade-off-là, si on veut? Là? Ouais, ben, je pense, on le regarde, mais on le regarde. C'est pas le seul facteur. Là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui... mettons pour le doctorat, si tu as fait une maîtrise avant, ça veut dire que tu as peut-être eu l'occasion de publier un article. T'sais. Puis d'avoir publié un article, c'est vrai que ça attire l'attention pas mal. Si tu as une bonne lettre de recommandation de quelqu'un qu'on connaît, moi, par exemple, à l'Université Laval, j'ai un de mes articles préférés, ça a été avec François Laviolette puis Mario Marchand. Puis ça, c'est une belle collaboration. J'avais tellement aimé ça. Parce que c'est un bel exemple de moi qui arrivais avec mon background de deep learning puis de réseau de neurones, puis eux qui arrivaient avec leur background justement de théorie de l'apprentissage, puis somehow on a réussi à se parler, puis émerger de ça. Il m'avait présenté un résultat théorique pour ce qu'on appelle le domain adaptation. Mm-hmm. Puis là, je disais, je pense qu'on peut optimiser cette borne-là sur la généralisation. Puis ça amenait, c'était avant les Generative Adversarial Nets. Là. OK. C'était en fait un exemple de ça. Là. Au point où on avait commencé avec un nom de la méthode, puis là, l'article des GAN a été publié. Puis j'avais parlé avec Aaron Corville, justement, de Summer School, où je décrivais qu'est-ce qu'on était en train de faire. Il dit, mais c'est comme un GAN, ça. Comme un GAN, ben, tu sais, t'as comme deux adversaires, un qui optimise, un qui maximise, un qui minimise. Puis ça, c'est les Domain Adversarial Networks, là, pour ceux qui sont familiers. Puis mais avant ça, on les appelait autre chose. Je me rappelle même plus c'était quoi le nom. Fait que à ce moment-là, j'étais revenu à mes collaborateurs, à Mario et à François. Je disais, je pense qu'on devrait changer le nom. Là. Parce que la notion d'apprentissage, d'adversarial learning, décrit super bien qu'est-ce qu'on est en train de faire, là, même si ça n'existait pas à ce moment-là. Puis c'est un bel exemple là, de comme on était dans deux domaines pas mal différents, mais on a réussi à se parler, puis a émergé de ça une approche qui n'aurait pas existé sans nos complémentarités. Fait que, tu sais, mettons, Mario, François, il y aurait un étudiant qui m'écrive une super belle lettre de recommandation. C'est sûr que je vais y porter attention. Okay. Ou des collègues de Sherbrooke à qui je fais confiance aussi. Fait que ça, je pense que c'est des bonnes façons. Puis, des fois, ça peut être, tu sais, d'en profiter pour essayer d'en faire un stage d'été. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, dans le fond. Là. C'est comme ça que j'ai été dans le lab de Yoshua. Pendant le bac, j'ai essayé de faire un stage dans son groupe. T'sais. Puis, je pense que c'est encore possible de faire ça. Là. À la limite, il y a encore plus d'argent même pour faire ça. Nous autres, on a beaucoup des stagiaires qui rentrent. Là. Mm-hmm. Je pense qu'on a eu 5 l'année passée dans le Graal, finalement, avec le groupe de recherche que je travaille. Puis, c'est essentiel. Puis, il y en a même 2, je pense, rendus 2 3 là, qui continuent la maîtrise. Mm-hmm. Là. Fait que c'est effectivement souvent une bonne approche. Là. Ouais. Non, vraiment. Puis en plus, ça donne une opportunité de peut-être publier assez tôt.
Puis au minimum, en tout cas, c'est une super bonne façon de te familiariser avec le domaine. Là. Fait que, non, ça, les stages d'été, là, ça vaut vraiment, en recherche spécifiquement, là, ça vaut vraiment la peine, je pense. Il y en a-tu chez Google Brain, les stages d'été comme au bac, ou c'est vraiment juste Ouais, au bac, pas tant que ça, non, parce que plus souvent, ils sont tellement courts que, tu sais, faut... Puis même avec des gens qui sont habitués avec la recherche, là, des fois, on trouve qu'on manque de temps. Là. Fait que, tu sais, d'habitude, ça ressemble plus à un étudiant de doctorat qui est comme milieu de doctorat, qui a déjà publié un article autour de ce que tu as envie d'explorer. Fait que tu vas comme explorer ça avec cet étudiant-là pendant 3 mois, essentiellement. OK. Ouais. Mais c'est tellement court que je pense sans ça, là, on en ferait encore moins. Là. Ouais. Fait que je pense que pour un bac, plus des stages dans des labs académiques, là, ça a plus de sens. Oui, ça aurait plus de sens. Là. Puis, j'avais une question, je l'ai oublié. Est-ce que tu devrais faire de l'appliquer, vraiment? Genre, mettons, une entreprise qui arrive avec un problème précis, puis de vraiment résoudre son problème, ou tu resterais plus dans le théorique? Ben, théorique, je me serais jamais qualifié comme théorique, mais... Ben, c'est plus théorique, mais tu sais... Ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Plus fondamental, mettons. Ouais, c'est plus fondamental, là. C'est peut-être pas le long terme, Ben, en fait, une des raisons pour laquelle je suis vraiment intéressé par le few-shot learning puis le meta-learning, c'est que je trouve que c'est un problème pour lequel il y a autant des considérations fondamentales sur c'est quoi l'intelligence puis c'est quoi la différence entre... C'est quoi le gap entre notre aptitude à apprendre des choses rapidement puis celle de la machine. Et aussitôt qu'on fait du progrès là-dessus, ça a de la valeur. Initialement, mon inspiration, en fait, derrière le problème du few-shot learning, c'est que j'étais à Twitter, en fait, puis il y avait des... puis la façon qu'ils font émerger du contenu, c'était pas avec du machine learning. Ils utilisaient d'autres approches. Puis ça me semblait être plus pertinent. En fait, c'est peut-être plus vrai maintenant, là, mais... puis la façon, en fait, qui émergeait, que je me disais, ça serait une bonne façon d'avoir différents signaux pour savoir, OK, ben actuellement, les tweets sur Game of Thrones ou sur... c'est une belle référence, là, mais c'est le genre de choses qu'il y a dans le temps où j'étais là et ils voulaient faire émerger ou flaguer. Ça serait de trouver quelques exemples positifs de tweets sur ce sujet-là, puis d'entraîner un système de machine learning là-dessus. Mais bon, une raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est que premièrement, c'est difficile de généraliser à partir de peu d'exemples. Puis en plus, ça prend quand même une expertise. Faut que tu connaisses le machine learning pour entraîner un système de machine learning. Fait que le few-shot learning, ça me permettait d'essayer de développer des systèmes qui allaient résoudre ces deux problèmes-là. Qui sont comme, tu sais, aussitôt que ça fonctionne un peu, là, je pense qu'il y a plein d'applications. Fait que ce problème-là, une des raisons pour lesquelles il me fascine, c'est la partie plus comme, pas théorique, mais ou théorique ou fondamentale. Mais aussi parce qu'on en a besoin. Là. Puis c'est pas si... on parle pas on n'essaie pas de résoudre le AGI. Là. C'est un problème quand même assez pratique. Dans nos recherches, c'est genre avoir un système qui classifie des images où tu as 5 exemples par classe puis 5 classes. T'sais. C'est quand même assez comme ancré dans quelque chose de concret. C'est la classification d'images. Il y a plein de gens qui veulent des classifieurs d'images pour certaines catégories qu'ils veulent choisir. Fait que tu sais, je te dirais que oui. Puis j'ai eu d'autres articles dans le passé où c'est quelqu'un qui m'est arrivé qui a dit ben voici le genre de données qu'on a. Je sais pas trop comment m'y prendre. Puis il se trouve que en y réfléchissant, j'ai trouvé une approche qui était différente de ce qui se faisait déjà ou ce qui était disponible. Puis ça aussi, c'est un article que j'avais bien aimé. Là. J'avais aimé le processus de le faire. Puis fait que au minimum, je pense que ça peut être utile pour un chercheur d'être en contact avec ces défis-là du pratique parce que des fois, en fait, ça te pousse à développer des nouvelles méthodes auxquelles tu n'aurais même pas réfléchi, en fait. OK. Ouais. Puis comment tu vois un peu le few-shot learning? Là? J'ai assisté un peu à ta conférence, là, finalement, chez Rework, mais comment tu l'expliquerais? Là? C'est quoi les prochaines choses que tu veux commencer à travailler? Puis c'est quoi les défis que tu vois? Fait que... Donc, le few-shot learning, c'est le problème d'avoir un système qui peut prendre quelques exemples d'une tâche, par exemple, de classification qu'on veut résoudre. Fait que, disons que tu veux que ton téléphone puisse, je sais pas moi, puisse prendre l'image d'un verre puis dire s'il est plein ou s'il est vide. Un système de classification d'images binaires bien simple.
Maintenant, il n'en existe pas vraiment de classifieurs qui font ça parce qu'il n'y a personne qui a pensé faire ça avant. Fait que tu aimerais ça pouvoir un système qui va résoudre ce problème-là. Mais tu ne veux pas nécessairement étiqueter des centaines de milliers d'exemples de verres pleins puis de verres vides pour avoir un système qui fonctionne bien. Puis en fait, en plus, nous, on sait qu'en tant qu'être humain, on est capable de comprendre des concepts visuels à partir de très peu d'exemples. La première fois que tu as vu un Segway, l'espèce de machine là, tu es debout, là, qui est comme un vélo, mais debout, t'en as vu un, puis tu les reconnais tout après. T'as juste besoin d'un exemple pour savoir c'est quoi un Segway. T'en as pas vu 100 000 pour être capable de dire « Ah, je pense que c'est un Segway. » C'est ça, exactement, exact. Fait que, donc, en few-shot learning, ce qu'on veut, c'est pouvoir finalement être capable de résoudre un nouveau problème qui t'arrive comme ça avec très peu de données étiquetées d'exemples positifs puis négatifs. Et puis donc, nous, dans les dernières années, ce qui a émergé comme une solution intéressante à ce problème-là, c'est ce qu'on appelle le meta-learning ou learning to learn. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on voit le problème d'apprendre un classifieur pour un problème pour lequel on peut donner comme un réseau de neurones qu'on va entraîner, en fait. C'est un réseau de neurones qui prend en entrée un ensemble de données puis qui donne en sortie un classifieur. Okay? Puis si cette espèce de réseau de neurones-là est différenciable puis qu'on peut faire de la backprop à travers, bien là, tout ce que ça prend, tout ce qui manque, c'est des exemples d'entrée puis de sortie. C'est-à-dire puis là, dans ce cas-ci, les entrées, ça va être un petit ensemble de données étiquetées pour un problème donné. Puis en sortie, en fait, ça va être d'autres exemples qui ne sont pas dans l'ensemble qu'on a dans l'entrée, mais qu'on aimerait bien étiqueter. Et ce qu'on fait, c'est qu'en gros, on entraîne le réseau de neurones à prédire des bons classifieurs pour ces problèmes-là lorsqu'on a donné en entrée des données étiquetées. Puis là, actuellement, dans la dernière année, je me suis concentré sur essayer de développer un nouveau benchmark pour faire l'évaluation de ces méthodes-là. Donc, une nouvelle évaluation sur des problèmes. Parce qu'avant, il semble y avoir des lacunes où les benchmarks qui existaient, les datasets qui existaient, ils étaient un petit peu trop petits. Puis je pense qu'on a un peu saturé dans l'exploration des méthodes où à peu près tout semble bien fonctionner. OK. Et ce nouveau benchmark-là, on l'appelle méthode dataset. Puis on a appris hier que c'était accepté à iClear, fait que je suis pas mal content. Cool. Puis qui est en fait, ça s'appelle méthode dataset parce que c'est un dataset de dataset. C'est-à-dire que on a un système où on peut entraîner une méthode de few-shot learning où un moment donné, le problème de classification, ça va être classifier des images naturelles. Puis après ça, un autre exemple de problème à résoudre, ça va être des images de caractères écrits. Puis un autre, après, ça va être des textures. Donc, essayer, dans le fond, de construire un plus gros ensemble d'entraînement de plusieurs problèmes de classification différents pour espérer finalement qu'on va couvrir de façon plus large le type de problème qu'on veut qu'un système de classification à partir de peu d'exemples, de few-shot learning est capable de résoudre. Puis le parallèle pour moi, c'était les réseaux à convolution, ça fait longtemps que ça existe, là, maintenant ils sont utilisés partout. Mais avant ça, Yann LeCun, spécifiquement, qui est un des pionniers des méthodes de réseau de neurones à convolution, beaucoup de ses recherches étaient basées sur un ensemble de données en vision par ordinateur qui était très populaire, qui est Caltech 101. Puis après, il y a aussi Caltech 256, qui sont des jeux de données avec des images. Puis c'est de la classification d'images en 101 classes ou 256 classes. Mais il y a une trentaine d'images par classe. Okay. Puis vraiment, pendant longtemps, il essayait d'avoir des réseaux à convolution qui étaient meilleurs que les autres méthodes, qui étaient celles qui étaient justement plus populaires quand j'ai commencé mon doctorat. Des méthodes à noyau où tu faisais plus du hand design de bons features. Et puis, OK, Yann LeCun, il les a un peu gardés en vie, les réseaux à convolution, mais il n'a jamais réussi à avoir le même succès qu'on a eu plus tard lorsque le jeu de données ImageNet a été créé. Où là, tu avais 1000 classes, mais tu as aussi 1000 exemples par classe. Fait que tu avais 1 million d'exemples pour t'entraîner. C'est un vraiment plus gros jeu de données pour apprendre un système de classification d'images. Puis,
quand quelqu'un a réussi, puis c'est venu du lab de Jeff Hinton, quand quelqu'un a réussi à utiliser des cartes de données, des GPUs, pour enfin entraîner un réseau en convolution sur toutes ces données-là, bien, c'est là que ça s'est mis à vraiment mieux fonctionner, les réseaux en convolution, que les méthodes plus classiques. Fait que j'arrive avec, dans le fond, la même perspective sur le few-shot learning. Je pense que jusqu'à maintenant, notre dataset de few-shot learning, c'est un peu comme le Caltech 101, où il y avait très peu de données pour apprendre un modèle de few-shot learning. Puis que ce qu'on veut, c'est un plus gros jeu de données qui ressemble plus à ImageNet, qui va faire qu'on va être capable vraiment d'entraîner des systèmes d'apprentissage, d'entraîner des few-shot learners. Fait que le méthode dataset, c'est un peu un pas dans cette direction-là. Puis on commence, même s'il a seulement été publié ou accepté très récemment, on l'a mis sur Archive avant ça, puis il y a déjà certains groupes qui ont commencé à l'utiliser. Fait que j'ai bon espoir que ça va commencer à être le nouveau benchmark que les gens vont utiliser pour continuer à progresser dans cette communauté-là. OK. Puis, pour monter un peu, mettons, c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait « c'est vraiment ça que je veux faire sur le long terme » ? C'était quoi l'élément déclencheur? Tu dirais après mon doctorat ou même pour faire mon doctorat? Les deux, peut-être? Ouais. Parce que c'est peut-être deux éléments déclencheurs, finalement. Ouais, je pense que le doctorat, c'était que j'aimais juste ça du machine learning. Je trouvais ça le fun. Puis clairement, il m'en restait plein à apprendre. Je n'avais pas fini à apprendre ce domaine-là. Fait que c'était juste naturel de continuer au doctorat. Puis, il y a probablement aussi une partie de moi qui n'avait pas envie d'aller travailler. Fait que, je pense que Sami Benjo, c'est ce qu'il dit. Là, si tu lui demandes pourquoi il a fait un doctorat, il dit j'ai fini mon bac, je voulais pas aller travailler. Fait que j'ai fait une maîtrise. J'ai fini une maîtrise, je voulais pas aller travailler. Fait que j'ai fait un doctorat. Puis je comprends ce qu'il veut dire. Moi aussi, je pense que c'est un petit peu pareil. Là. Je me sentais peut-être pas prêt pour le marché du travail, mais je trouvais que j'avais encore plein de choses à apprendre. Puis finalement, à la fin de mon doctorat, j'aimais ça, la recherche. S'il y avait un métier que j'avais envie de faire, c'était continuer à faire ça. Fait que je pense que je dirais pas que... Bon, qu'est-ce qui m'a convaincu que j'étais capable de faire ça? Je pense, tu sais, mon article sur le Greedy Layer-Wise Pre-Training... Ouais, que nous a parlé. C'est celui-là qui a eu vraiment un gros succès, là. Ça, je pense, c'est probablement un facteur important. Là. Que fait, je vais continuer mon doctorat pour vrai? Ouais, ben là, j'étais comme pas mal optimiste. Là. Puis qu'on était sur quelque chose, puis j'avais ce que ça prenait pour faire un doctorat au complet. Là. Ouais, ben je pense que c'est difficile de quand même garder le cap aussi longtemps. Là. C'est quand même très difficile. Là. Ben, c'est quand tu te prends en main, je pense, puis que tu commences à avoir ton propre agenda de recherche. Plutôt que d'être en attente de c'est quoi l'idée qui va tomber dessus de ton directeur. Là. Donc, j'étais dans un mode plus initiative où j'essayais de constamment réfléchir à qu'est-ce que je vais faire après. Puis bon, ben j'avais quand même la chance que j'étais tombé dans ce domaine. Il y avait des choses à découvrir. Là, fait que c'est sûr que je pense n'importe qui, entre autres ma génération du début du deep learning, va avouer qu'on a tous été pas mal chanceux aussi, qui se trouvait qu'on était, moi, que j'étais dans le lab de Yoshua Bengio. Je pense à ça des fois quand j'ai choisi d'aller à l'Université de Montréal. J'avais appliqué à McGill aussi. Puis en fait, McGill, j'avais une bourse d'admission pour les deux, mais celle de McGill était plus généreuse. Ils m'ont donné une bourse à tous les ans, tandis que l'Université de Montréal, c'est juste la première année. Mais à ce moment-là, j'étais pas sûr que mon anglais était assez bon pour avoir autant de succès dans mes cours à McGill. Fait que dans le fond, j'étais un peu chicken là, finalement. J'ai quand même fait je vais aller à l'Université de Montréal à la place. Mais j'aurais été à McGill à ce moment-là. C'est pas pendant mon doctorat que le reinforcement learning est devenu aussi populaire. Là. Ça a été plus tard, ce qui a vraiment eu une percée. Ça a donné que c'était un réseau de neurones, puis ça a été avec Yoshua Bengio, entre autres. Fait que tu sais, j'ai été quand même aussi pas mal chanceux. Là. Je pense moi, puis d'autres, c'est pas tout le monde de cette génération-là qui ont eu le même parcours par après, là, mais fait que j'ai quand même saisi cette opportunité-là, là, mais la réalité, c'est que si Yoshua Bengio avait fait des méthodes à noyau, ben, probablement que j'aurais continué à faire des méthodes à noyau, puis que là, je regarderais les gens de Deep Learning, puis je serais comme, j'aurais dû faire des réseaux de neurones comme eux autres à ce moment-là. T'sais. Mais c'est top de savoir c'est quoi la prochaine chose qui va être l'état de l'art, là, finalement, là. De se tenir à l'espèce de frontière, là, finalement. Ouais.
Puis c'est quoi, mettons, ton article préféré? Que toi, tu t'es dit ça, là, all time, c'est mon all time, là, mon préféré. Le mien ou... Que tu as écrit ou que tu as lu, mettons, en fait, les deux. Ouais. Le meilleur article que tu as écrit, puis le meilleur article que tu as lu. C'est difficile. Est-ce qu'on choisit entre ses enfants, ça? Ce serait quel mon préféré? Ben, celui de... C'est bizarre parce que j'en fais plus vraiment, là, mais celui avec les profs de l'Université de Laval. Là, avec Mario et François? Ouais, je l'aime vraiment beaucoup. C'était juste une belle collaboration. C'était vraiment le fun. C'est le processus de le faire, puis il y avait une idée... J'étais pas mal fier de notre idée. Là. Je trouvais que c'était pas mal créatif ce qu'on avait fait, là, puis ça a eu beaucoup d'impact après. Sinon, un autre celui que j'ai fait au... Tu sais, ils ont tous une signification un peu différente là, dans les différents articles. Celui que j'ai fait à l'Université de Toronto sur le Neural Autoregressive Distribution Estimation, ça c'était pour apprendre un réseau de neurones non supervisé, mais qui essaie d'apprendre comment générer un modèle générateur qui peut générer des données. OK. Puis ça aussi, ça a eu pas mal d'impact. Puis ça, je pense ça a été mon premier article sans aucun directeur, ni de postdoc, ni de thèse. Avec un autre postdoc qui était à Toronto. Puis ça aussi, cet article-là, j'aime beaucoup parce que c'est ça. Ça a eu de l'impact. Puis c'est vraiment venu c'est pas venu d'un autre prof établi. Là. C'est vraiment de moi puis de mon collaborateur. Mais tu sais, l'article derrière ma start-up, c'est sûr, ça a un gros impact sur ma vie. Là. C'est difficile de pas y donner une petite place. Là. Puis l'article de meta-learning, quand j'étais à Twitter, c'est ça qui, c'est au centre de ce que je fais. Là, ouais. Fait que... Mettons, ce serait les 4 gros qui ont été marqueurs. Puis celui là, que j'ai mentionné déjà, là, qui est mon plus cité maintenant. Ouais, effectivement, qui est le premier. Ça, c'est pas mal ça qui a parti un peu ma confiance en moi, en recherche. Puis c'est associé à une période vraiment excitante de mon doctorat. Là, où on sentait qu'on était sur quelque chose. Puis... mais je pourrais en sortir d'autres, en fait. C'est vraiment dur à mentionner. Il y en a un, c'est... le titre, c'est Zero Data Learning. Et en fait, il y a quand même un peu d'impact, mais ça, c'est un exemple que j'aime mentionner parce que... Donc, il y a le concept de Zero Shot Learning qui est... En gros, si tu as une tâche, plutôt que d'apprendre la tâche à partir d'exemples, c'est essayer de trouver un système qui est capable de te donner un classifieur pour cette tâche-là, mais à partir d'une description de la tâche qui n'est pas ancrée dans des exemples. Fait que, un exemple de ça serait, mettons que tu veux un classifieur entre, je sais pas, le classique d'un chat ou un chien, d'images de chat ou d'images de chien, mais que si je te donne pas des exemples d'images de chat ou de chien, je te donne la page Wikipédia qui décrit un chat puis qui décrit un chien. Fait que c'est juste du texte. Mais ce que tu dois classifier, c'est des images. Fait que ça, c'est une forme de zero-shot learning. On dit zero-shot parce que tu n'as pas de vrai exemple d'image, mais il faut quand même que tu produises un classifieur. Okay. Puis à ce moment-là, on avait un article où c'était ça, essentiellement, mais on l'a appelé, je pense que c'était Yoshua qui avait eu l'idée, Zero Data Learning. Parce que l'idée, c'était de dire qu'il n'y avait pas de données pour la tâche, mais en fait, il y a un peu des données qui est, dans mon exemple, les articles Wikipédia, là, c'est aussi des données. Fait que, puis d'ailleurs, ça, juste le nom, les gens comprenaient pas trop, puis c'est un peu weird, Zero Data Learning. On apprend à partir de données, ça n'a comme pas de sens. Fait que le nom était un peu mal choisi, mais un peu après, il y a eu un papier qui a utilisé le terme Zero Shot Learning, puis c'est un peu souvent l'article cité comme ayant un peu établi ce sujet-là, là. Puis j'ai l'impression qu'on aurait utilisé un autre titre. On aurait eu... Juste à cause du mot data, là, on aurait appelé shot, puis je pense que ça aurait fonctionné. Ça aurait tout changé l'impact de cet article. Misleading title. Là. Mais tu sais, je trouve ça drôle, c'est des histoires. Tu sais, j'ai pas à me plaindre. Là. C'est un article qui a eu quand même assez d'impact. Là, puis ça aussi, ça avait été une collaboration de fun avec un autre membre du labo pendant mon doctorat. Mais c'est ça. Il y a quelques articles, il y a des petites histoires, le fun autour, où j'ai appris quelque chose. Fait que c'est pour ça que je pense que souvent, c'est un peu difficile à choisir. Puis, tu sais, la réalité, c'est que je pense que je suis reconnu peut-être pour certains sujets, mais j'ai souvent aimé essayer des trucs qui sont différents de ce que je faisais avant. Tu sais, l'article de Twitter sur le meta-learning, ça, c'était moi qui faisais comme, OK, ben là...
il y avait beaucoup de travaux en deep learning, puis l'apprentissage non supervisé, puis je voulais faire autre chose. Il y en avait juste trop. Là. Souvent, quand il y a un domaine qui est trop saturé, là, j'ai comme envie de pas travailler là-dessus. Il y a assez de monde qui travaille là-dessus. Moi, je vais trouver autre chose. Puis ça, c'était un exemple de moi qui était comme, OK, je vais essayer de définir un nouveau problème qui je pense qui est intéressant. Puis, fait que c'est une des raisons pour laquelle cet article-là, je l'aimais bien. L'article de Domain Adaptation avec les gens de Laval, c'est un peu pareil. Domain Adaptation, j'en avais jamais fait. Fait que c'était eux qui me présentaient ce problème-là. Puis ça me poussait à réfléchir aux choses, à des idées différentes. Puis, fait que, ouais, c'est ça. OK. Ça a été un gros... Puis d'ailleurs, je ne juge pas que je l'ai vraiment fait dans notre conversation, là, mais des opportunités où j'ai à parler des gens qui connaissent comme à rien du tout, même l'informatique. Ça a été un gros travail d'essayer de trouver des façons de discuter de ces choses-là de façon plus approchable. C'est difficile aussi de savoir le niveau à descendre, là. Oui, exact. Parce que pour monsieur, madame, tout le monde, l'intelligence artificielle, c'est des robots tueurs Terminator. Là, puis c'est correct. C'est ça qui ont construit. L'imaginaire a construit ça. Ben, c'est correct que ça ne l'est pas, là, parce que ça serait le fun qu'ils discutent d'autres choses. Il y a des choses à discuter qui sont importantes dans le dialogue, mais probablement pas ça, là, mettons. Là. Non, c'est ça. Mais ça reste en tant que société. Ma tante, elle sait pas c'est quoi. Quand j'ai dit qu'est-ce que je fais, elle sait pas c'est quoi. Ouais. Puis c'est correct. Mais c'est difficile de trouver le rôle, comment il décrire. Que c'est pas juste ça. Mais effectivement, je pense qu'il a fait une excellente présentation au niveau de ça. Là. Pour le niveau à atteindre, là, je pense que ça a été atteint. Puis je pense aussi que, des fois avec la TV, des fois quand même ils font le montage, t'es pas toujours sûr que ça va bien avantager, mais je pense que ça a été atteint globalement. Puis je suis convaincu que c'est beaucoup pratiqué à faire ce genre de présentation-là. Puis là, c'est drôle, il a l'air tellement à l'aise quand il le fait maintenant. Là. Tu le vois, sa première entrevue, à Tout le monde en parle, tu le vois qu'il a l'air un petit peu nerveux, mais ça paraît pas tant que ça. Puis il a trouvé des mots pour décrire ces choses-là. Tu sais, même moi, là, je l'écoutais, puis je suis comme, ah oui, c'est une bonne façon de le dire, ça. je devrais le présenter comme ça, moi aussi. Fait que puis moi, je trouve que ça illustre juste à quel point il est comme passionné de tu sais, c'est au-delà de la science, là, c'est juste vouloir prendre ces technologies-là puis avoir un impact positif sur Montréal, sur le monde, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que ça t'interpelle beaucoup souvent, mettons, l'accessibilité, je parle dans le sens les gens acceptent qu'est-ce que ça se passe là, puis au niveau des changements sociaux, savoir est-ce que c'est quelque chose que tu rajoutes dans tes projets ou dans la façon que tu penses? Ben, en partie dans le sens où le Few Shot Learning, c'est un peu un exemple finalement. Là, la façon que je vois mon travail, ce qui me motive, c'est pas de remplacer notre travail à nous, mais c'est plutôt d'automatiser ce qu'on n'a pas envie de faire. Là. Fait que, puis je pense que c'est comme ça qu'on atteint une certaine acceptabilité, là, de savoir qu'en faisant ça, on est plus productif en tant que société, on crée plus de richesse. Fait que... puis je pense, je dirais plus qu'avec ces changements-là, ben, j'y pense un peu plus, mais la réalité, c'est que des changements drastiques... Enfin, moi, je suis plus tendance à être prudent dans des prédictions un peu hâtives là, sur à quel point on va progresser rapidement. Mais ça me fait réaliser aussi, je pense qu'il faut effectivement plus se concentrer sur comment est-ce qu'on augmente nos aptitudes puis comment est-ce qu'on règle nos problèmes plutôt que d'en créer d'autres, là, finalement. Oui, effectivement, qui serait le chômage, des choses comme ça. Là. Je sais pas si tu as déjà... c'est quelqu'un qui m'avait parlé de ça, parce que, tu sais, finalement, beaucoup l'automatisation, présentement, c'est souvent des emplois qui sont répétitifs, qui sont souvent les femmes qui occupent ces emplois-là. C'est-tu quelque chose, mettons, que tu as déjà réfléchi ou tu as déjà discuté avec des collègues? Ou... Ben, moi, donc, je sais que ces questions-là, j'ai toujours trouvé que c'était plus facile à... C'est une discussion qui nécessite beaucoup d'interdisciplinarité parce que tu as besoin d'économistes, je pense, un peu dans cette conversation-là. Parce que on peut... puis je pense que c'est arrivé des fois là, qu'on a porté des jugements en tant que gens de notre domaine sur un métier en pensant que c'est juste ça. Mais en fait, c'est pas juste ça. Il y a comme plein d'autres choses autour d'une aptitude. Un exemple, c'est... un médecin spécialiste radiologiste. Là. On pense que c'est juste regarder des images, l'imagerie médicale, puis de trouver des patterns dans les images. Mais en fait, il y a plein d'autres choses autour de ça. C'est une partie de leur boulot, mais c'est pas juste ça. Puis à la limite, ce que ça implique, c'est que
on va automatiser peut-être une partie de ça, mais on va les rendre plus efficaces. Puis c'est pas comme si on avait comme trop de services en santé actuellement. Fait que je sais qu'il y a une fois, il y a une présentation à iClear. C'est quand c'était. Je me rappeler, c'était-tu en Vancouver cette fois-là? Fait que je me rappelle plus si c'est l'année, j'ai envie de dire 2017 ou 2016, là, mais je suis plus sûr. Il y a un économiste qui était venu parler, puis qui avait présenté une analyse où il avait pris plusieurs métiers. Puis là, en gros, l'hypothèse, c'est de dire, OK, les tâches qui sont plus associées à la perception, ça, c'est quelque chose qu'on sait qu'on peut, puis qu'on a beaucoup de données, on sait qu'on peut potentiellement l'automatiser peut-être plus rapidement que d'autres tâches. Puis là, il prenait plusieurs métiers, puis il essayait de voir, puis les décomposait en plusieurs comme sous-compétences. Parce que je pense que ça en tout cas, il existe une classification des différents métiers puis leurs différentes compétences pour essayer de voir à quel point c'est couvert par ça. Puis, mon souvenir, c'est que la conclusion, c'est qu'en fait, il y a des métiers, il y a différents degrés de à quel point on peut l'automatiser, mais il n'y en avait aucun que c'est comme, ah oui, on automatise ça vraiment bientôt. Là. À 100% dans la prochaine année, maintenant. C'est ça, c'est plus comme il y a certaines composantes de leur travail qui va être automatisée. Puis, tu sais, qu'est-ce qui va arriver exactement? Je trouve ça difficile à prédire. Il y a un exemple qui est souvent donné sur potentiellement les bienfaits de l'automatisation, puis qui est un peu contre-intuitif, en fait, c'est les guichets automatiques. Donc, souvent, on pense à un guichet automatique, c'est enlever des emplois aux caissiers ou aux caissières dans les banques. Mais en termes, en tout cas, de nombre de banques, en fait, il y a pas mal plus de banques qui ont ouvert grâce à ça. Fait que, le nombre de métiers, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, en termes de... ma compréhension, c'est qu'en fait, ça n'a pas nécessairement diminué après ça. Il y a juste eu plus de banques. C'était plus facile de desservir une population avec moins de personnes, mais il y avait beaucoup de besoins, fait qu'il y a eu plus de banques. Fait que, est-ce que ça pourrait pas être ça qui arrive ou il y a des métiers qu'on n'a pas imaginés aujourd'hui qui vont être créés? C'est un peu difficile, puis on a quand même plusieurs exemples de cas où il y a des gens qui ont trouvé une façon de fournir des services, de créer une valeur de leur travail avec la progression technologique. Fait que je trouve ça vraiment difficile. Moi, je ne suis pas super à l'aise à faire des prédictions de ce style-là. Là. Puis encore là, même la voiture autonome, ça fait un bout de temps qu'on en parle. Puis il y a des progrès qui sont faits, c'est clair, là, mais est-ce qu'il va y avoir un déclic où soudainement on va en voir partout? Pour l'instant, ça semble être plus comme graduel. Fait que je trouve ça un peu difficile, mettons. Mais il y a assez de raisons de penser qu'il y a assez de scénarios possibles où, en fait, finalement, soit il y a comme des nouvelles opportunités qui vont se créer ou ça va juste faire un boom économique dans certains métiers qui va faire que c'est juste qu'il va être plus efficace dans ce métier-là. Que je trouve ça vraiment difficile de prédire ce qui va arriver. Oui, c'est vraiment, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a même comme de soulever justement l'auto autonome que je disais aujourd'hui. Il me semble que c'est Yann LeCun que j'ai lu un matin qui publiait justement un article qui avait été... Il y a des garanties aussi à aller chercher au niveau de la sécurité. Ouais. L'assurance auto, c'est quoi? C'est quoi? C'est un accident aux 100 000 km ou un accident aux 10 millions de kilomètres? Puis là, je sais que Mercedes, je pense qu'ils sont positionnés qu'eux autres, ils allaient mettre la vie de leur conducteur puis de la famille en premier dans une décision algorithmique. Fait que, il y a beaucoup de questions à répondre que... Même si on dit qu'on automatise tout, on ne se rendra pas au jour demain qu'on va juste faire, voilà, plus besoin de médecin. On est vraiment loin avant d'accepter ça en termes de société, là, au niveau des garanties, entre autres. Là. C'est pour ça que quand j'ai l'opportunité puis j'ai le temps, j'essaie de participer quand même à des forums de discussion ou de faire des présentations dans un contexte où c'est un public plus large, juste pour amener les faits, d'ancrer une discussion plus dans la réalité, moins dans la fiction. Je trouve que c'est important parce que tous ces sujets-là, ça vaut la peine d'en parler. Que de façon générale, la progression technologique, c'est un peu inévitable. Puis notre aptitude à comprendre ces progressions-là, ça va pas mal influencer est-ce qu'on va en bénéficier de cette progression technologique-là. OK. Ouais, OK. Je pense qu'on a pas mal tout fait le tour. Parce que là, je vais pas t'en trop longtemps non plus. J'ai deux dernières petites questions. Ouais. Mettons, où tu te vois dans 5 ans, continuer avec le niveau de la recherche? C'est quoi ta projection que tu vois? Est-ce que tu veux construire Google Brain?
Où tu te vois dans 5 ans? Au niveau de la recherche, je serais pas surpris, mettons si je prends un pas en arrière, la réalité, c'est que ma recherche n'a pas changé tant que ça, en fait, même sur les 5 ou 10 dernières années. Ça continue à être des réseaux de neurones où on essaie d'apprendre des représentations des données pour résoudre le plus de façon, avec des principes généraux des tâches associées à l'intelligence. T'sais. Fait que ça, je pense... oui, maintenant, je me concentre sur le transfer learning, entre autres, mais dans le fond, quand je faisais de l'apprentissage non supervisé pour essayer d'améliorer les résultats sur des tâches, c'était un peu la même chose. Le problème est un petit peu moins ambitieux, mais là, on parle un peu plus de résoudre des tâches qu'on n'a jamais vues, tandis qu'avant, on était dans le paradigme de... il y a une seule tâche qu'on veut résoudre, puis on va la résoudre le mieux possible. Fait que je pense, je ne serais pas surpris que des problèmes de transfer learning, justement, là, on continue encore à un peu se cogner la tête sur comment est-ce qu'on fait ça mieux. Fait que... puis sur un horizon de 5 ans, c'est un peu impossible de prédire, là, mais c'est un problème parmi les autres, là, même s'il s'en passe beaucoup, qu'il y a beaucoup d'activités dans ce domaine-là, je me suis pas tanné de ce problème-là. OK. Il est arrivé... comme je mentionnais tantôt, il est arrivé des moments où j'étais comme il y a donc bien du monde qui travaille là-dessus, je pense que je vais travailler sur autre chose. Mais celui-là, il y a pas mal de monde qui travaille là-dessus, mais je trouve ça encore vraiment important. Là, dans les trucs qui me chicotent ces temps-ci, il y a plein de concepts liés à la causalité. Donc, comment apprendre des représentations qui représentent un peu mieux des phénomènes causals dans la réalité, donc dans les données. Que probablement qu'il y a une clé là-dedans dans une bonne solution en transfer learning. Mais ça, j'en sais presque pas. J'en sais pas assez, en fait. T'sais, j'aimerais ça explorer ça un peu plus. OK. Puis, ben c'est ça. Par rapport à Google, à moins qu'il se passe quelque chose externe à moi, moi, je suis vraiment content là. Ouais, c'est ça. Puis, je suis comme trop content de mon équipe. C'est ce qu'on a réussi à se créer pour nous. Je trouve que c'est vraiment bien. Là. Puis, j'ai envie de continuer à créer ça, à bâtir ça. Parce que je veux maintenir cette... Ben, je pense que oui. Là, ouais. Okay. Puis, je veux maintenir cette opportunité-là pour ceux qui, comme moi, mais comme dans justement maintenant, peut-être qui commencent ou dans 2-3 ans, vont commencer leur doctorat puis vont vouloir comme rester au Québec. C'est quelque chose qui me motive puis qui m'anime pas mal, de garder ça. Là. Fait que pour moi, de maintenir ça, c'est quand même pas mal important. C'est un beau rôle aussi. Ouais, mais c'est le fun. Là. Je me sens un peu privilégié, puis c'est pour ça que j'essaie de le prendre le plus sérieusement possible. Là. OK. Parce que je trouve ça important. Puis, ma dernière petite question que je pose à tout le monde, le meilleur livre que tu recommandes, que ce soit un roman ou un livre en ML ou en n'importe quoi, le livre que tu dis, ça, c'est mon livre préféré. Ouais. Ça peut être des sujets aussi. Ouais. Je lis tellement pas, là. Je suis comme plus un... À part des articles. Ouais, à part les articles, c'est ça. Qu'est-ce qui... Peut-être c'est un podcast. Tu as demandé un podcast, en fait, non? C'est drôle que tu demandes un livre. Je pourrais te demander un podcast aussi. Parce que moi, j'y vais avec mes intérêts. Moi, effectivement, je suis un gros lecteur. C'est pour ça. OK. Mais non, c'est une bonne idée, ça. Le podcast que tu recommanderais? Ben, c'est parce que j'allais dire... bon, là, probablement que tu me l'as demandé en 15 minutes, je trouverais autre chose, là, mais... c'est un podcast, mais c'est aussi un livre maintenant. Je pense qu'il a pris son podcast puis il l'a mis en livre. C'était History of Rome, podcast. Qui est fini, en fait. Fait que là, maintenant, tu peux vraiment le binge écouter. Là, une journée? Peut-être pas une journée, mais il y en a en tabarnouche. Okay. Il y en a vraiment gros. C'est toute l'histoire de Rome? Oui, il parle de la création, puis j'oublie où est-ce qu'il finit, mais le gars, il est vraiment bon pour raconter l'histoire. C'est pas trop monotone. Il y a quand même un peu de personnalité au podcast, puis c'est divertissant. Puis c'est une histoire que je connaissais pas vraiment, qui est vraiment fascinante. Là. OK. Puis c'est ça, je sais que plus tard, il a décidé de prendre, je pense que je le livre chez moi, là, juste parce que, je sais pas, là, j'étais tellement un fan du podcast que je voulais avoir le livre. Il y a une partie du podcast qui a été finalement écrite sous forme de livre, parce qu'en fond, c'est un récit. Là. OK. Fait que
Ouais, ça, là, si vous avez plusieurs heures, là, c'est vraiment bon. Puis je suis pas un gros fan d'histoire, là, mais ça m'a ouvert un intérêt pour ça. Tu sais, je suis pas encore allé justement à Rome, là, mais à cause de ce podcast-là, je veux y aller. Là. Ouais. Il y en a un aussi, pas pire, en français, c'est les pires moments de l'histoire. OK. Justement, sur historique. Uh-huh. Puis il parle, mettons, comment ça s'est passé, tel événement, genre, mettons, la peste noire. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé là? Puis j'ai oublié son nom, mais c'est juste Deschamps. Gabriel Deschamps, je pense, quelque chose comme ça. Là. En tout cas, qui est un humoriste, qui fait un peu de tout. Puis il y a des bouts, des fois, t'écoutes ça, t'es comme, ah ouais, on a vraiment fait ça dans l'histoire, de penser que ça, c'était la bonne chose de faire. Tu sais, finalement, il parlait de la peste noire, c'est qu'il avait mis des feux autour. Le pape ne voulait pas mourir. Fait qu'il brûlait des bûchers 24 heures sur 24 autour de lui, en permanence, parce qu'il pensait que le feu détruisait la maladie. Uh-huh. Fait que probablement, tout ce qu'il pense qui est arrivé, c'est juste que ça a fait une espèce de zone de quarantaine autour de lui, puis que personne avec la maladie qui a pu l'approcher, puis il est pas mort. Mais tu regardes tout ce qu'ils ont fait, là, c'est vraiment un fait que je te le recommande aussi. D'ailleurs, écoutez, si t'aimes vraiment les sujets d'histoire avec un peu de vécu, mais c'est un peu vulgaire, c'est peut-être pas le bon mot, mais il s'exprime dans un langage quand même... familier, oui. Peut-être pas familier, mais tu sais, il va dire des fois des mots un peu très crus pour dire vraiment l'essence de qu'est-ce qui se passait. Là, pas qu'il va sacrer, mais mettons, des fois, il va dire un mot qui va être comme, OK, c'est raide un peu à prendre, mais je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Mais ouais, je vais regarder ça. Je suis un gros fan, justement, de mots d'histoire aussi, puis de podcast, là, j'en écoute beaucoup. Non, ça, est vraiment, vraiment bon. Là. Au point, un moment donné, il avait arrêté, sans rien dire. Il y en avait juste plus qui sortaient. Puis là, je pense qu'on avait tout compris que, je sais pas, il est arrivé quelque chose, il a décidé qu'il arrêtait de faire ça. Puis un moment donné, je me rappelle à quel point j'étais excité quand j'ai vu qu'il y avait un nouvel épisode, tu sais, dans le feed pour ce podcast-là. Je suis c'est encore... Puis là, tu sais, c'est drôle, il explique même pas pourquoi. Il fait juste continuer. Il part, puis là, puis il fait juste dire « Yeah, I know ». Puis là, il continue. C'est tout ce qu'il dit. Fait que là, il l'a complété au complet. Là. C'est vraiment bon. Ouais. OK, je vais écouter ça. Ben, merci beaucoup d'être venu. Pour vrai, merci beaucoup de ton temps. Merci de l'invitation. C'était vraiment intéressant. Puis, c'était le fun. je vais surveiller de continuer à faire ce que tu fais. Cool, merci. Bonne chance. Au revoir. Ciao.